Au moment où Camille poussa la porte d'entrée, elle sut que 3 valises étaient alignées dans le couloir comme des soldats prêts à partir. Thomas se tenait près de la fenêtre du salon, les mains dans les poches, regardant la rue en bas. Il ne se retourna pas lorsqu'elle entra. « Nous devons parler », dit-il d'une voix plate et sans émotion. Camille déposa son sac à main sur la table de la console. Son cœur battait vite, mais ses mains restaient instables. Elle savait que ce jour arriverait. Depuis longtemps, elle observait, attendait, se préparait. Les soirées tardives qu'il prétendait être des réunions professionnelles. Les reçus qui ne correspondaient pas à ses récits, le nouveau parfum, la façon dont il sursautait lorsqu'elle le touchait. « Je pars », dit Thomas se tournant enfin vers elle. « Je retourne vers Isabelle. » Le nom resta suspendu entre eux. Isabelle, son amie de jeunesse. Celle qu'il avait fréquentée longtemps avant de la rencontrer. Celle dont il avait gardé les photos cachées dans un vieux carton au garage. Celle dont il consultait encore les réseaux lorsqu'il pensait que Camille ne regardait pas. « Je vois », répondit Camille. Sa voix était calme, presque détachée. Thomas parut déçu par son absence de réaction. Il s'attendait sans doute à des larmes, à des supplications, peut-être même à de la colère. Au lieu de cela, elle restait là dans son chemisier vert et son pantalon noir, le regardant comme s'il était un inconnu. « C'est tout ?» demanda-t-il. « C'est tout ce que tu as à dire. »« Que voudrais-tu que je dise ?» Il passa une main dans ses cheveux frustrés. « Je ne t'ai jamais vraiment aimé, Camille. Je pensais que je pourrais. J'ai essayé. Mais Isabelle, c'est elle. Elle l'a toujours été. Ils étaient mariés depuis longtemps. » Camille pensa à leur jour de mariage, à combien il était beau dans son smoking. Elle pensa à la maison qu'ils avaient achetée ensemble, au dîner qu'elle avait préparé, à la façon dont elle l'avait soutenu dans ses difficultés professionnelles. Elle pensa à la femme qu'elle était lorsqu'ils s'étaient rencontrés, lumineuse et pleine de rêves, et à celle qu'elle était devenue, plus silencieuse, plus petite, essayant toujours d'être suffisante. « J'ai déjà sorti la plupart de mes affaires, » poursuivit Thomas. « Ce sont les dernières. Isabelle et moi allons emménager ensemble. Un nouveau départ. » « Depuis combien de temps ?» demanda Camille. « Quoi ? Depuis combien de temps la vois-tu » Thomas détourna le regard. « Depuis longtemps. » Camille hocha lentement la tête. Elle s'en doutait depuis un moment, avait des preuves depuis un certain temps. Mais cela signifiait que cela avait commencé plus tôt qu'elle ne le savait. Cela signifiait qu'il mentait depuis encore plus longtemps qu'elle ne l'avait documenté. « La maison est à nos 2 noms, » dit-il, sortant un dossier de sa mallette. « Mon avocate a préparé des papiers. Nous partagerons tout à parts égales. Tu pourras garder la maison si tu rachètes ma part. » Il posa le dossier sur la table basse. Camille y jeta un coup d'œil, mais ne le prit pas. « Mon avocat y regardera, » dit-elle. « Bien, c'est bien. » Thomas saisit 2 des valises. « Je reviendrai chercher la dernière demain. »« Pas besoin, » dit Camille. « Prends-les toutes maintenant. » Quelque chose dans son ton le fit s'arrêter. Il étudia son visage, cherchant à lire ce qui se passait derrière ses yeux bruns foncés. Mais Camille avait appris à cacher ses pensées. Elle avait beaucoup appris. « Tu prends ça vraiment bien, » dit-il méfiant. « Qu'attendais-tu, Thomas, que je m'effondre, que je te supplie de rester? Je pensais que tu réagirais au moins. Je réagis, je te laisse partir. » Elle se dirigea vers le placard du couloir, sortit la 3e valise et la lui roula. « Tiens, prends tout. Va rejoindre Isabelle. J'espère que vous serez très heureux. » Les mots n'étaient pas sarcastiques. Ils étaient simplement vides, dénués de toute émotion. Cela sembla troubler Thomas plus que n'importe quoi d'autre. Il chargea sa voiture en 2 voyages. Camille regarda depuis la fenêtre, la même où il se tenait lorsqu'elle était rentrée. Lorsqu'il s'éloigna, elle ne pleura pas. Elle ne s'effondra pas. Elle se dirigea vers son bureau, celui que Thomas avait toujours considéré comme son petit passe-temps, et ouvrit son ordinateur portable. Le tableau était déjà là attendant. Des mois de documentation minutieuse, dates, heures, lieux, montants, captures d'écran de messages récupérés sur les factures de téléphone, relevés de cartes de crédit montrant des achats dans des bijouteries, des restaurants, des hôtels, actesse de propriété montrant un appartement acheté au nom d'Isabelle, relevés bancaires montrant des virements réguliers vers un compte que Thomas croyait caché,
Sa meilleure amie Yvonne l'avait aidé à rassembler les preuves jouant les détectives le week-end. Yvonne était paralégale avec des relations et une compréhension de ce qui tiendrait devant un tribunal. Ensemble, elles avaient construit un dossier hermétique. Le téléphone de Camille vibra. Un message de Yvonne. « Ça s'est passé. »« Oui, » répondit Camille. « Il est parti. »« Tu vas bien. »« Je suis parfaite. »« Demain, on avance. » Camille ferma son ordinateur et se promena dans la maison. Chaque pièce contenait des souvenirs, mais ils semblaient lointains désormais, comme s'ils appartenaient à la vie de quelqu'un d'autre. La cuisine où elle avait préparé d'innombrables repas. La chambre où elle avait dormi seule tant de nuits pendant qu'il travaillait tard. Le salon où ils avaient organisé des dîners jouant le couple parfait. Elle ne regretterait rien de tout cela, car rien n'avait été réel. Dans la chambre, elle ouvrit son placard et sortit la robe rouge qu'elle avait achetée il y a quelque temps. Elle ne l'avait jamais portée. Thomas avait dit qu'elle était trop voyante, trop attirante. Elle la posa sur le lit avec le blazer bleu et le tailleur bordeaux qu'elle avait aussi acheté mais jamais porté. Demain, elle recommencerait à porter des couleurs. Son téléphone sonna. Gérard, l'avocat de Thomas. « Madame Dubois. » Sa voix était hésitante. « Oui. Je voulais seulement confirmer que M. Dubois vous a remis les documents préliminaires ce soir. » Il l'a fait. Bien. Et vous allez retenir un conseil. J'en ai déjà un, monsieur Gérard. Depuis un certain temps. Il y eut une pause. Je vois. Puis-je savoir qui vous représente? Diane Lefebvre. Une autre pause plus longue. Diane Lefebvre était connue dans la ville comme l'avocate que l'on engageait lorsqu'on voulait gagner. Elle était chère impitoyable et n'avait jamais perdu un divorce. Madame Dubois, peut-être pourrions-nous organiser une médiation, garder les choses à l'amiable. Je crois que nous avons dépassé ce stade. Non, mon mari vient de me dire qu'il ne m'a jamais aimé et qu'il a une liaison depuis longtemps. L'amiable n'est plus vraiment sur la table. Bien sûr, je comprends. Je pensais seulement... Bonne nuit, monsieur Gérard. Nous serons bientôt en contact. Camille termina l'appel et sourit pour la première fois de la soirée. Elle sortit sa valise, celle qu'elle avait préparée quelques jours plus tôt lorsque Thomas avait dit à Isabelle au téléphone qu'il aurait enfin le courage de partir. Elle avait entendu toute la conversation grâce à l'enregistreur activé par la voix qu'elle avait placé dans sa voiture. À l'intérieur se trouvaient ses documents importants, ses bijoux et le disque dur externe contenant des copies de tout. Demain matin, elle irait chez Yvonne et y resterait pendant que la procédure légale commencerait. Elle avait déjà tout organisé. En fermant sa valise, Camille aperçut son reflet dans le miroir. Elle avait l'air toujours aussi professionnelle, soignée, calme. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. La femme qui était entrée par cette porte quelques heures plus tôt aurait supplié pour qu'il reste, se serait blâmée, aurait essayé de réparer ce qui était brisé. Celle qui la regardait maintenant savait mieux. Cette femme avait appris que l'amour ne devait jamais vous rendre plus petite, que la confiance, une fois brisée, ne pouvait pas être recollée par un souhait, que parfois la meilleure vengeance n'était pas de crier, de pleurer ou de faire une scène. Parfois, la meilleure vengeance était la préparation. Camille prit son téléphone et passa un dernier appel. « Diane, c'est le moment. Dépose tout demain matin. »« Tu es sûre ?» demanda son avocate. « Une fois qu'on commence, il n'y a pas de retour en arrière. » Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit dans ma vie. En raccrochant, Camille ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Pas encore le bonheur, mais quelque chose qui s'en approchait. Quelque chose qui ressemblait à la liberté. Camille ne dormit pas cette nuit-là. Elle n'en avait pas besoin. Son esprit était clair. Son but absolu. Elle s'assit à son bureau, passant en revue chaque document une dernière fois, vérifiant les lacunes, s'assurant que tout était en ordre. La maison semblait différente sans Thomas. Plus légère d'une certaine façon, l'air circulait plus librement. Elle avait toujours pensé que c'était juste une expression qu'un espace pouvait se sentir différent lorsque quelqu'un partait.
Mais c'était vrai. La maison semblait respirer plus facilement. Yvonne arriva avec du café et des plats chinois. « Je savais que tu ne mangerais pas, » dit-elle en entrant avec la clé de secours que Camille lui avait donnée depuis longtemps. Elles s'assirent à la table de la cuisine, la même où Camille et Thomas avaient pris le petit déjeuner ce matin-là. Il l'avait embrassée sur la joue avant de partir travailler, un geste perfunctoire qu'il accomplissait depuis des années. Elle savait alors que ce serait la dernière fois. « Comment vas-tu vraiment ?» demanda Yvonne en étudiant le visage de son amie. Camille réfléchit à la question. « J'ai l'impression d'avoir retenu mon souffle depuis longtemps et de pouvoir enfin expirer. Aucun regret concernant le mariage. J'ai tout donné. J'étais une bonne épouse. Je l'ai soutenu. J'ai cru en lui. J'ai mis ses rêves avant les miens. Et il a tout jeté pour quelqu'un qu'il ne pouvait pas laisser partir. » Camille prit une gorgée de café. « Non, je n'ai pas de regrets. J'ai de la clarté. » Yvonne sortit une enveloppe manille de son sac. « Le dernier morceau. Je l'ai récupéré cet après-midi. » À l'intérieur se trouvaient des photographies. Thomas et Isabelle dans un restaurant. Thomas et Isabelle entrant dans un hôtel. Thomas et Isabelle faisant des courses de meubles. Chaque image était horodatée et localisée. « Parfait, » dit Camille en les ajoutant à son dossier. « Il n'a aucune idée de ce qui arrive, n'est-ce pas ? Aucune. » Elles travaillèrent ensemble toute la nuit organisant les documents par catégories: actifs financiers, propriété, preuve d'infidélité, usage abusif, des fonds conjugaux. Chaque section était soigneusement étiquetée et référencée. « Je me souviens que je suis resté chez toi tout le week-end, et puis le lundi est arrivé, et j'ai dû décider. Est-ce que je voulais être une victime? Est-ce que je voulais le supplier de rester, de me choisir, ou est-ce que je voulais être intelligente ?» Camille regarda son amie. « J'ai choisi d'être intelligente. Tu as choisi la force. C'est la même chose. » À l'aube, elles chargèrent tout dans la voiture de Camille. Ses vêtements, ses affaires personnelles, ses documents, son matériel d'art, tout ce qui comptait vraiment, tout ce qui était vraiment à elle. « Les déménageurs viennent demain pour le reste, » dit Camille en parcourant les pièces vides une dernière fois. « Tous les meubles de ma grand-mère, mes livres, tout ce que j'ai apporté dans ce mariage. Tout est documenté. Il ne peut rien en revendiquer. Et les affaires communes, déjà photographiées et évaluées. Diane à la liste. » Elles conduisirent vers l'appartement de Yvonne alors que le soleil se levait sur la ville. Camille regardait les rues défiler, familières et étranges à la fois. Elle avait parcouru ces routes pendant des années, allant et revenant de la maison qu'elle partageait avec Thomas. Après ce jour, elle n'aurait plus jamais à les emprunter. Diane appela. « Tout est déposé. Le tribunal a les documents. J'ai demandé une audience d'urgence pour le gel des actifs basé sur les preuves de virement et de comptes cachés. Combien de temps? La juge Patterson est sur le dossier. Elle est rapide et juste. Nous aurons une audience préliminaire d'ici la fin de la semaine. Et Thomas, il sera assigné dans l'heure. » Camille sentit son rythme cardiaque s'accélérer légèrement. C'était le moment. Tout devenait réel. « Il y a autre chose, » poursuivit Diane. « Mon enquêteur a fait un dernier balayage. Isabelle a des dettes importantes, des cartes de crédit, des prêts personnels. Je pense que c'est en partie pour cela qu'elle est avec Thomas. Il les a remboursés avec notre argent. » Exactement. Ce qui signifie que nous pouvons demander une restitution complète plus des dommages. Après l'appel, Camille s'assit sur le canapé de Yvonne, regardant dans le vide. Yvonne s'assit à côté d'elle sans parler, simplement présente. « Et si j'avais tort ?» dit finalement Camille. « Et si j'étais vindicative? Est-ce que tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas de droit? Non. Est-ce que tu mens sur quoi que ce soit? Non. Alors tu n'es pas vindicative, tu es juste. » Yvonne serra sa main. Il a fait des choix. Maintenant, il doit vivre avec les conséquences. Le téléphone de Camille vibra. Un message d'un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. « Qu'as-tu fait, Thomas ?» Il devait avoir été assigné. Elle supprima le message sans répondre. Un autre.
Camille, s'il te plaît, nous devons en parler. Supprimer. Tu ne peux pas faire ça. Ça n'est pas juste. Supprimer. Je vais me battre. Tu ne gagneras pas. Supprimer. Les messages continuaient d'arriver, mais Camille éteignit son téléphone. Elle avait dit tout ce qu'elle avait à dire en déposant ses papiers. Les mots étaient infinis. Les actions comptaient maintenant. Yvonne prépara le petit déjeuner pendant que Camille prenait une douche. Lorsqu'elle sortit en portant sa robe rouge pour la première fois, Yvonne sourit. Voilà la Camille dont je me souviens, celle d'avant. Je ne suis plus elle non plus, dit Camille. Je suis quelqu'un de nouveau, quelqu'un de mieux. Elles passèrent la journée à organiser les affaires de Camille dans la chambre d'amis pour que cela ressemble à une maison. Yvonne avait dégagé de l'espace dans le placard et la salle de bain. Elle avait acheté des fleurs fraîches et les avait mises sur la table de nuit. « Tu n'avais pas besoin de faire tout ça, » dit Camille. « Si, tu es ma sœur. Pas par le sang, mais par choix. Et tu ferais la même chose pour moi. » Le soir, Diane rappela. Gérard m'a appelé 3 fois. Il a l'air paniqué. Qu'a-t-il dit? Il veut négocier. Dit que son client est prêt à être raisonnable si on abandonne les motions d'urgence. Et qu'as-tu répondu? Je lui ai dit qu'on le verrait au tribunal. Camille sourit. Parfait. Il y a plus. Thomas a essayé d'accéder à l'un des comptes joints cet après-midi. Il était gelé 2 heures avant qu'il n'y arrive. Il a aussi essayé d'ouvrir le coffre-fort. Même chose. Tout est verrouillé. Il commence à comprendre. Oh, il ne fait que commencer. Attends les audiences. Attends que ses partenaires commerciaux apprennent. Attends que sa famille découvre ce qu'il a fait. Après le dîner, Camille s'assit près de la fenêtre de sa nouvelle demeure temporaire, regardant les lumières de la ville s'allumer une à une. Quelque part là-bas, Thomas était probablement avec Isabelle, essayant d'expliquer pourquoi la vie qu'il lui avait promise s'écroulait avant même de commencer. Une petite partie d'elle qu'elle n'aimait pas reconnaître éprouvait de la pitié pour lui. Ils avaient eu de bons moments autrefois, n'est-ce pas, au début de leur relation, avant que les choses ne se compliquent, avant qu'elle ne réalise qu'il était toujours amoureux de quelqu'un d'autre. Mais la sympathie ne signifiait pas qu'elle s'arrêterait. Cela ne signifiait pas qu'elle céderait ou abandonnerait. Cela signifiait seulement qu'elle était humaine. Son téléphone sonna. Patricia, la mère de Thomas. Camille hésita, puis répondit. « Bonjour Camille. »« Chérie, je viens d'apprendre. Je suis tellement désolé. Tu n'as pas besoin de t'excuser pour lui. Je l'ai élevé mieux que ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ce qu'il pense. » La voix de Patricia se brisa. « Je t'ai toujours aimé. Tu le sais, n'est-ce pas, tu n'as été que bonne pour mon fils, et il a tout jeté. » Des larmes piquèrent les yeux de Camille, les premières depuis le début. « Merci de dire ça. Tout ce dont tu as besoin, je suis là, et je le pense. Si tu as besoin que je témoigne, que je parle en ta faveur, je le ferai. Je pourrais accepter. S'il te plaît, fais-le. Il doit faire face à ce qu'il a fait. Et cette fille Isabelle, elle n'est pas bonne pour lui. Elle ne l'a jamais été. J'ai essayé de le lui dire il y a longtemps, mais il n'a pas écouté. » Après avoir raccroché, Camille se laissa pleurer. Pas pour Thomas, pas pour le mariage, mais pour la version d'elle-même qui avait tant essayé de faire fonctionner les choses. Pour la femme qui avait cru que l'amour pouvait tout conquérir, que l'effort et le dévouement suffisaient. Cette femme méritait de faire son deuil. Et ensuite, elle méritait d'avancer. Thomas se réveilla sur le canapé d'Isabelle, le cou raide et la tête lourde. Ils s'étaient disputés la veille. Une vraie dispute avec des cris et des accusations. Elle avait été furieuse lorsqu'il lui avait parlé des papiers que Camille avait déposés. « Je pensais que tu avais dit qu'elle serait facile, » avait crié Isabelle. « Tu avais dit qu'elle signerait juste ce que tu lui donnerais. » Je le pensais. Elle a toujours été accommodante. Eh bien, elle ne l'est plus maintenant. Tu sais ce que cela signifie pour nous. C'est à ce moment que Thomas réalisa quelque chose de troublant.
Isabelle n'était pas bouleversée que son mariage se termine mal. Elle était bouleversée que cela puisse l'affecter financièrement. Son téléphone avait 17 appels manqués. 5 de Gérard, 4 de son associé Thierry, 3 de sa mère et 5 de numéros qu'il ne reconnaissait pas. Probablement des journalistes. Les nouvelles voyageaient en vite dans leur cercle. Il appela Gérard en premier. « Enfin, » répondit son avocat. « Nous devons parler maintenant. Je suis chez Isabelle. Je peux être à ton bureau dans 1 heure. » « Non, c'est trop sensible. Je viens chez toi. Donne-moi l'adresse. » Gérard arriva 30 minutes plus tard, l'air de n'avoir pas dormi. Son costume habituellement impeccable était froissé, sa cravate desserrée. Il s'assit à la petite table de cuisine d'Isabelle et ouvrit sa mallette. « C'est mauvais, Thomas. Pire que mauvais. C'est un désastre. Dis-moi simplement. Ta femme, ton ex-femme, peu importe, elle a tout documenté. Et je veux dire tout. » Gérard étala des papiers sur la table. « Elle a des relevés bancaires montrant les virements que tu as faits vers les comptes d'Isabelle. Des relevés de cartes de crédit pour des hôtels, des bijoux, des voyages. Des actes de propriété montrant que tu as utilisé des fonds conjugaux pour acheter un appartement au nom d'Isabelle. » Thomas sentit le sang quitter son visage. Comment a-t-elle? Ce n'est même pas le pire. Elle a des enregistrements, des conversations téléphoniques, des messages, des captures d'écran de ton ordinateur. Elle te suit depuis au moins 2 ans, peut-être plus. C'est illégal. Elle ne peut pas utiliser ça. En fait, si. Tu vis dans un état où le consentement d'une seule partie suffit. Si elle était partie à l'une de ces conversations, elles sont recevables. Et même si certaines ne le sont pas, il y a assez d'autres preuves pour t'enterrer. Isabelle écoutait depuis l'embrasure de la porte. Elle entra maintenant le visage pâle. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Gérard la regarda. « Cela signifie que l'appartement dans lequel tu vis, celui à ton nom, c'est un bien conjugal acheté avec des fonds conjugaux. Il sera saisi ou tu devras en payer la valeur marchande. Ce n'est pas juste. Thomas me l'a donné. Il te l'a donné avec de l'argent qui n'était pas entièrement à lui. Cela s'appelle dissipation des biens conjugaux. Et cela va vous coûter cher à tous les deux. » Thomas s'affaissa sur sa chaise. « De combien parlons-nous ? Si elle obtient tout ce qu'elle demande, la maison, sa part de ton entreprise, la restitution des fonds que tu as transférés, les dommages, tu pourrais perdre 70 à 80% de tes actifs totaux. 70, c'est impossible. Je vais me battre. Elle ne peut pas tout prendre. Elle ne prend pas tout. Elle prend ce qui est légalement à elle, plus les dommages pour ta conduite. » Gérard ferma sa mallette. « Je fais ça depuis 20 ans, Thomas. Je n'ai jamais vu un dossier aussi bien documenté. Elle t'a. » Après le départ de Gérard, Thomas resta silencieux. Isabelle pleurait dans la chambre. Son téléphone continuait de vibrer avec des appels et des messages auxquels il ne voulait pas répondre. Comment cela avait-il pu arriver? Comment la discrète et soumise Camille s'était-elle transformée en cela? Il se souvenait de leur conversation de la veille. La façon dont elle avait simplement hoché la tête lorsqu'il lui avait dit qu'il partait. La façon dont elle lui avait tendu sa valise. L'absence totale d'émotion sur son visage. Elle savait. Elle savait probablement depuis longtemps. Et au lieu de le confronter, au lieu de se battre pour sauver le mariage, elle s'était préparée à le détruire. Son téléphone sonna. « Thierry. »« Où es-tu » exigea son associé. « Nous devons parler. »« Pas maintenant, Thierry. »« Si, maintenant. Je viens de recevoir un appel de quelqu'un qui prétend représenter ta femme. Il pose des questions sur l'entreprise, sur ta part, sur des investissements faits avec des fonds de la société. » L'estomac de Thomas se noua. « Qu'as-tu répondu ? » ?»« Je leur ai dit de passer par les voies légales appropriées. » »« Mais Thomas, que se passe-t-il ? Est-ce que vrai que tu as utilisé des actifs conjugaux pour des dépenses personnelles ? » ?»« C'est compliqué. » « Compliqué. »
L'entreprise pourrait être impliquée dans ton divorce. Nos investisseurs se vont te la prendre. Nos clients. Tu comprends ce que tu as fait. Je vais arranger ça. Comment en faisant tout disparaître en convainquant ta femme d'abandonner tout? La voix de Thierry était froide. J'ai toujours aimé Camille. Elle était gentille, intelligente, toujours supportive de l'entreprise. Et tu l'as trompée pendant des années avec la même femme que tu fréquentais avant. Tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Et voici ce qui va se passer. Tu prends un congé de l'entreprise avec effet immédiat. Jusqu'à ce que cela soit résolu, tu ne prends aucune décision qui pourrait affecter nos affaires. Tu ne peux pas faire ça. En fait, si. Regardez l'accord de partenariat. Clause 17. Tout associé impliqué dans des procédures légales pouvant impacter l'entreprise peut être temporairement suspendu par vote majoritaire. Et devine quoi, le vote était unanime. L'appel se termina. Thomas regarda son téléphone, sentant les murs se refermer. Isabelle sortit de la chambre les yeux rouges. « J'ai entendu. Tu perds aussi l'entreprise. »« Je ne perds rien. C'est juste temporaire. Vraiment, parce que ça a l'air de s'écrouler. » Elle s'assit en face de lui. « Thomas, j'ai besoin de savoir. À quel point c'est vraiment mauvais? » « Je ne sais pas encore. Parce que je ne peux pas. J'ai mes propres dettes. J'avais besoin que ça marche. Tu m'as promis qu'on aurait une belle vie ensemble. » Voilà. La vérité qu'il évitait. Isabelle ne l'aimait pas. Elle aimait ce qu'il pouvait fournir. Et maintenant qu'il ne pouvait plus, que restait-il? « Peut-être qu'on devrait faire une pause, dit-elle doucement. Juste jusqu'à ce que tout se calme. Une pause. Je viens de quitter ma femme pour toi. Je sais et j'apprécie, mais c'est trop vite. J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Thomas rit d'un son amer. « Incroyable. Tu me quittes aussi. » »« Je ne te quitte pas. Je dis juste qu'on devrait ralentir. »« Bien sûr, ralentir pendant que je perds tout. » Il se leva. « Tu sais quoi, oublier. J'aurais dû le voir venir. » Il prit sa veste et sortit. Derrière lui, Isabelle l'appela, mais il ne s'arrêta pas. Il monta dans sa voiture et conduisit sans destination. Son téléphone sonna encore. Sa mère. « Maman, je ne peux pas parler maintenant. »« Si tu peux. »« Arrête-toi. » Quelque chose dans son ton le fit obéir. Il se rangea dans un parking et répondit « Quoi ? Je viens de parler à Camille. Elle m'a tout dit. Depuis combien de temps cela dure, ce que tu as fait, comment tu l'as traité? Maman, ce n'est pas ce que tu penses. C'est exactement ce que je pense. Tu lui as menti. Tu l'as utilisé. Tu as jeté une bonne femme pour quelqu'un qui ne t'a jamais mérité. Isabelle et moi... Isabelle, tu utilises Thomas. Elle l'a toujours fait. Et si tu ne vois pas ça, tu es plus fou que je ne le pensais. La voix de Patricia s'adoucit. Je t'aime, tu es mon fils. Mais j'aime aussi Camille. Et je ne resterai pas les bras croisés pendant que tu la détruis. Que dis-tu? Je dis que si elle a besoin que je témoigne en sa faveur, je le ferai. Ta sœur aussi. Tu témoignerais contre moi, ton propre fils. Je témoigne pour la vérité. Il y a une différence. Patricia marqua une pause. Tu as encore le temps de faire les choses bien, de régler équitablement, d'admettre ce que tu as fait, de montrer un peu de caractère. Mais si tu te bats contre elle, si tu essaies de lui prendre ce qu'elle a gagné et mérite, je ne te soutiendrai pas. L'appel se termina, laissant Thomas seul dans sa voiture, regardant les passants vivre leur vie normale pendant que la sienne s'écroulait. Il essaya d'appeler Camille, directement sur messagerie. Il essaya de lui envoyer des messages. Aucune réponse. Finalement, il conduisit jusqu'à leur maison. Sa voiture, celle qu'ils avaient achetée ensemble, celle remplie de souvenirs de dîner et de matins de Noël et d'après-midi tranquilles. Il utilisa sa clé, mais la serrure avait été changée. Un mot était collé à la porte.
Toute communication doit passer par mon avocate Diane Lefebvre. Thomas froissa le papier dans son poing. Cela ne pouvait pas arriver. Pas comme ça. Pas si vite. Mais c'était en train d'arriver. Et quelque part dans la ville, Camille avançait dans sa vie le laissant derrière dans les décombres de tout ce qu'il avait détruit. L'audience préliminaire fut fixée. Camille arriva au tribunal dans son blazer bleu et sa jupe assortit les cheveux tirés en un chignon soigné. Elle avait l'air professionnel posé inébranlable. Diane l'attendait à l'entrée. Prête, je le suis depuis longtemps. À l'intérieur, la salle d'audience était plus petite que Camille ne l'avait imaginé. La juge Patterson siégeait une femme sévère d'une 60aine d'années, aux yeux perçants qui ne manquaient rien. Thomas était déjà assis avec Gérard, l'air hagard et vaincu. Il essaya d'attraper le regard de Camille, mais elle regardait droit devant. « Ceci est une audience préliminaire pour examiner la motion d'urgence de gel des actifs », commença la juge Patterson. « Madame Dubois, votre avocate a soumis une documentation extensive. Je l'ai examinée très attentivement, j'ajouterai. »« Oui, votre honneur », dit Diane en se levant. « Nous demandons que tous les actifs conjugaux restent gelés jusqu'à ce qu'une division équitable puisse être déterminée. Nous avons des preuves que M. Dubois a systématiquement transféré des fonds et effectué des achats qui dissipent les biens conjugaux. » Gérard se leva moins confiant que d'habitude. « Votre honneur, mon client reconnaît que des erreurs ont été commises. Cependant, nous croyons que la portée du gel est trop large. Monsieur Dubois a besoin d'accéder à des fonds pour ses dépenses de vie, ses frais d'avocat. Monsieur Dubois aurait dû y penser avant de dépenser des fonds conjugaux pour un appartement pour sa maîtresse, coupa la juge d'une voix sèche. Motion accordée. Le gel reste en place. Gérard essaya encore. Votre honneur, peut-être pourrions-nous convenir d'une allocation mensuelle. Votre client peut trouver un emploi comme tout le monde. Prochain point. Diane présenta les preuves pièce par pièce. Relevé bancaire montrant des virements réguliers de 5 000 € par mois vers le compte d'Isabelle. Facture de carte de crédit pour des hôtels dans la même ville où Thomas prétendait être en voyage d'affaires seul. Acte de propriété pour l'appartement acheté avec un apport provenant directement de leurs économies communes. Votre honneur, poursuivit Diane. Madame Dubois n'était pas au courant de ces transactions. Elle les a découvertes il y a quelque temps et plutôt que de confronter son mari, elle a consulté des conseillers juridiques et financiers pour comprendre ses droits et documenter l'étendue complète de la tromperie. Très sage, dit la juge Patterson en prenant des notes. Nous demandons une restitution complète de tous les fonds conjugaux utilisés de manière inappropriée, plus des dommages pour détresse émotionnelle et rupture de devoirs fiduciaires. Gérard se leva. Votre honneur, les dommages pour détresse émotionnelle dans un divorce sont appropriés lorsqu'une partie a eu une conduite égrégieuse, interrompit la juge. Et cela qualifie certainement. Continuez, Madame Lefebvre. Diane présenta d'autres preuves. Message entre Thomas et Isabelle discutant de la façon de cacher leur relation. Email concernant l'achat de l'appartement où Thomas écrivait « Ne t'inquiète pas, elle ne saura jamais ». Entrée de calendrier montrant des voyages planifiés que Thomas avait présentés à Camille comme des réunions d'affaires solo. La preuve la plus accablante vint ensuite. Un enregistrement d'une conversation téléphonique entre Thomas et Isabelle. « J'ai juste besoin de la garder heureuse un peu plus longtemps », disait la voix de Thomas à travers les haut-parleurs de la salle. « Une fois que j'aurai la promotion et que les options d'action seront acquises, je partirai. Mais si je divorce maintenant, elle obtient la moitié de tout et je ne peux pas me le permettre encore. » Camille écouta la voix de son mari comploter contre elle et ne ressentit rien. Elle avait entendu cet enregistrement des dizaines de fois en se préparant. Le choc s'était dissipé depuis longtemps. Le visage de Thomas était devenu pâle. Il se pencha pour chuchoter à Gérard qui secoua la tête impuissant. « Madame Dubois, » dit la juge Patterson en regardant Camille directement. « Combien de temps étiez-vous mariés avant de découvrir la liaison ?»« 8 ans, votre honneur. »« Et vous documentez depuis 2 ans ?»« Oui, votre honneur. » C'est une retenue remarquable. La plupart des gens auraient confronté leur conjoint immédiatement. Je voulais être sûr de comprendre la situation complète avant d'agir. La juge hocha la tête d'un air approbateur. Une approche sage.
Monsieur Dubois, avez-vous quelque chose à dire? Thomas se leva lentement. Votre honneur, j'ai fait des erreurs. J'ai blessé ma femme. J'en assume l'entière responsabilité. Mais je ne crois pas que je devrais tout perdre à cause de cela. Vous ne perdez pas tout, monsieur Dubois. Vous perdez si que vous avez essayé de voler plus les conséquences de votre tromperie. Il y a une différence. La juge Patterson regarda ses notes. J'ordonne une expertise comptable complète de tous les actifs conjugaux. Je nomme un maître spécial pour superviser le processus et je programme la prochaine audience dans 3 semaines. Votre honneur, intervint Gérard. 3 semaines ne nous laissent pas beaucoup de temps. Alors je vous suggère de travailler vite. Ce dossier est simple. Votre client a commis une faute conjugale et une tromperie financière. La seule question est l'étendue des dommages. Elle frappa son marteau. Audience levée. Dehors, des journalistes attendaient. La nouvelle s'était répandue. Un homme d'affaires prospère pris dans une liaison élaborée. Sa femme se battant avec des années de preuves. Cela faisait de bons titres. Diane géra la presse pendant que Camille sortait par une entrée latérale avec Yvonne. « Ça s'est bien passé », dit Yvonne en marchant vers le parking. « Ce n'est que le début. Comment te sens-tu » Camille réfléchit à la question. Venger, est-ce mal? Pas du tout. Elles rentrèrent à l'appartement de Yvonne où Camille séjournait. Au fil des jours, cela avait commencé à ressembler à une maison. Elle avait installé un petit espace de travail dans un coin de la chambre d'amis, accroché ses vêtements, rangé ses livres sur l'étagère. Cet après-midi-là, Thierry appela. « Camille, j'espère que ça ne te dérange pas que je te contacte. » « Bien sûr. Que puis-je faire pour toi? » « Je voulais te parler de l'entreprise de ton investissement. » « Mon investissement. Le fonds en fiducie de ta grand-mère. Lorsque vous vous êtes mariés, tu as investi une partie importante dans la société. Je regarde les dossiers maintenant. 200 000 € au cours de votre mariage. Camille avait oublié cela. Thomas lui avait demandé d'investir, disant que cela aiderait l'entreprise à grandir, qu'ils en bénéficieraient tous les deux. Elle avait accepté parce qu'elle lui faisait confiance. « Je veux que tu saches, poursuivit Thierry, que cet investissement a considérablement augmenté. L'entreprise vaut 10 fois ce qu'elle valait lorsque tu as investi, ce qui signifie que ta part vaut environ 2 millions. » Camille s'assit. 2 millions. Oui. Et en tant qu'investisseur majeur, tu as certains droits, y compris des droits de vote sur les décisions importantes. Il marqua une pause. Comme si Thomas reste associé. Je ne veux pas interférer avec l'entreprise. Tu n'interfères pas. Tu protèges ton investissement. Les actions de Thomas ont mis l'entreprise en danger. Son jugement est compromis. Plusieurs de nos clients ont exprimé des inquiétudes quant à continuer à travailler avec nous s'il reste impliqué. Que suggères-tu? Je suggère que nous rachetions sa part. Il recevrait encore la valeur juste de sa participation, mais il n'aurait plus de pouvoir de décision ni d'implication quotidienne. Et ton investissement serait protégé. Camille y réfléchit. Thomas avait construit cette entreprise de rien. C'était son rêve, sa passion. Lui, Enlever cela le blesserait plus que de prendre la maison, plus que de prendre l'argent. Mais il avait pris sa confiance, son amour, ses années. Il avait pris ses rêves de famille et de vieillir ensemble. Il avait tout pris ce qui comptait et l'avait jeté. « Fais ce que tu penses être le mieux pour l'entreprise, » dit-elle finalement. Après l'appel, Camille resta silencieuse. Yvonne la trouva là 1 heure plus tard, regardant par la fenêtre. Que s'est-il passé? Camille expliqua l'investissement, l'appel de Thierry, le rachat. « Il va perdre l'entreprise, » dit-elle doucement. « Tout ce pourquoi il a travaillé. Il s'est fait ça lui-même, Camille. »« Je sais, mais ça pèse quand même. » Yvonne s'assit à côté d'elle. « Tu sais ce que je pense? Je pense que tu es l'une des personnes les plus fortes que j'ai jamais rencontrées. Tu n'as pas fulminé, tu n'as pas cherché de vengeance pour le plaisir. Tu t'es simplement levé pour toi-même et as demandé ce qui était juste. Il n'y a rien de mal à ça. Alors pourquoi est-ce que je me sens coupable? Parce que tu es une bonne personne.
Parce que même après tout ce qu'il a fait, tu te soucies encore de sa douleur. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de l'humanité. Yvonne serra sa main. Mais ne laisse pas cette humanité te faire douter de toi. Tu fais ce qu'il faut. Ce soir-là, Camille reçut un email de Diane. L'expert comptable avait terminé l'examen préliminaire. Le montant total des fonds conjugaux que Thomas avait transférés ou dépensés pour Isabelle était proche de 400 000 €. 400 000 €. De l'argent qui aurait dû aller à leurs économies, leur retraite, leur avenir. Au lieu de cela, il avait servi à entretenir sa liaison. L'email continuait « Compte tenu des preuves et de la réponse favorable de la juge, je recommande de pousser pour un règlement. Pleine possession de la maison 70 % des actifs restants, restitution complète des 400 000 plus 50 000 de dommages. Je crois que nous pouvons l'obtenir. » Camille répondit « Allez-y. » Elle ferma son ordinateur et regarda autour d'elle la petite chambre d'amis devenue son sanctuaire. Dans 3 semaines, tout cela serait terminé. Elle aurait la maison vide de la présence de Thomas. Elle aurait la sécurité financière. Elle aurait la justice. Mais ce qu'elle voulait le plus, réalisa-t-elle, c'était la paix. La paix qui vient de savoir qu'on s'est battu pour soi-même, qu'on ne s'est pas laissé briser, qu'on est sorti de ce cauchemar plus fort qu'avant. Cette nuit-là, elle dormit profondément pour la première fois depuis longtemps. Le rapport complet de l'expert comptable arriva par coursier. Il faisait 300 pages minutieusement détaillées et accablant. Diane appela dès que Camille eut fini de le lire. « C'est encore pire que ce que nous pensions. » Son avocate dit qu'il siphonnait de l'argent depuis presque 4 ans, pas 3, et qu'il y avait plus de comptes dont elle n'avait pas connaissance. Combien au total? Près de 600 000, peut-être plus une fois que nous aurons tout tracé. Camille se sentit prise de vertige. 600 000 €, pendant presque la moitié de leur mariage. De l'argent qu'elle avait gagné par son propre travail, son héritage, leurs investissements communs. Partie transférée peu à peu pour soutenir une autre femme. « Il y a autre chose, poursuivit Diane. L'appartement n'est pas la seule propriété. Il y a aussi une voiture immatriculée au nom d'Isabelle, mais avec des paiements de prêts provenant de votre compte joint. Et des bijoux. Beaucoup de bijoux. Peut-on les récupérer? La plupart, oui. L'appartement sera soit vendu, soit Isabelle devra en payer la valeur marchande pour le garder. La voiture peut être reprise. Les bijoux, c'est plus délicat, mais on essayera. Cet après-midi-là, Thomas réussit enfin à la joindre. Il essayait depuis des jours, mais Camille avait bloqué son numéro. Cette fois, il appela d'un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. « Camille, s'il te plaît, parle-moi juste. » Elle aurait dû raccrocher. Elle s'était promis de ne pas engager de conversation avec lui en dehors des procédures légales. Mais quelque chose dans sa voix, une désespoir qu'elle n'avait jamais entendu, la fit hésiter. « Que veux-tu, Thomas? »« Je veux arranger ça. Je veux réparer les choses. » « C'est trop tard pour ça. »« Ce n'est jamais trop tard. On peut y travailler. Aller en thérapie. Recommencer. » Camille faillit rire. « Recommencer. Tu m'as dit que tu ne m'avais jamais aimé. Tu m'as menti pendant des années. Tu as dépensé plus d'un demi-million de notre argent pour une autre femme. Et maintenant, tu veux recommencer. J'étais confus. J'ai fait des erreurs. Mais on peut dépasser ça. Non, Thomas. On ne peut pas. Je ne veux pas dépasser ça. Je veux te dépasser. Tu fais ça pour me punir. Je fais ça pour me protéger. Il y a une différence. L'entreprise Camille. Ils essaient de me forcer à quitter ma propre société. Tu pourrais arrêter ça. Tu as le pouvoir d'arrêter ça. Voilà. C'était de cela qu'il s'agissait vraiment. Pas de leur mariage, pas d'amour. L'entreprise. Je n'arrête rien. Thierry et les autres associés prennent des décisions commerciales. Ce n'est pas mon affaire.
Tu as investi dans cette entreprise. Elle est en partie à toi. Tu pourrais voter pour me garder. Pourquoi le ferais-je? Parce que malgré tout, on a été partenaires autrefois. On a construit une vie ensemble. Ça doit compter. Ça a compté jusqu'à ce que tu le détruises. La voix de Camille était stable calme. Au revoir, Thomas. Elle raccrocha et bloqua immédiatement le nouveau numéro. Ses mains tremblaient, mais pas de tristesse. De colère pure et juste. Yvonne rentra et trouva Camille, qui faisait les 100 pas dans l'appartement. « Il a appelé, » dit Camille. « Il veut que je sauve sa position dans l'entreprise. » Qu'as-tu répondu? Je lui ai dit non. Bien. Yvonne posa son sac. Tu sais ce qu'on devrait faire. On devrait sortir s'habiller et aller dans ce nouveau restaurant du centre-ville te rappeler qu'il y a une vie au-delà de tout ce drame légal. Je ne sais pas si je suis prête pour ça. Tu n'as pas besoin d'être prête. Tu as juste besoin de te présenter. Elles allèrent dans un bistrot chic, le genre d'endroit où Thomas emmenait ses clients. Camille porta sa robe bordeaux, celle qu'elle avait achetée mais jamais portée parce que Thomas disait qu'elle la rendait trop audacieuse. Elle se sentait audacieuse. Elle se sentait vivante. Pendant le dîner, Yvonne lui parla de sa propre semaine de ses dossiers au cabinet du type qui l'avait invité au café. Des choses de la vie normale. Des choses qui n'avaient rien à voir avec le divorce, la trahison ou la vengeance. « Merci », dit Camille en terminant le dessert. « Pourquoi ? Pour me rappeler que je suis plus que ce divorce, plus que ce qu'il m'a fait. Tu as toujours été plus que ça. Tu l'avais juste oublié pendant un moment. » En sortant, elles croisirent Thierry et sa femme Anne. Le visage de Thierry s'illumina en voyant Camille. « Camille, c'est bon de te voir. » Il l'embrassa chaleureusement. « Tu as l'air formidable. »« Merci. »« Tu te souviens de Yvonne ?»« Bien sûr. »« Mesdames, rejoignez-nous pour un verre. » Elles s'installèrent dans le coin bar dans des fauteuils confortables. Anne, que Camille avait toujours appréciée, lui serra la main. « Je suis tellement désolé pour ce que tu traverses, » dit Anne. « Thomas a été un imbécile. »« Merci, ça compte beaucoup. » Thierry commanda une tournée. « Camille, je voulais te parler de l'entreprise. Nous avons voté aujourd'hui. Thomas est sorti. Nous le rachetons à sa juste valeur, mais il n'est plus associé. » Comment l'a-t-il pris? Pas bien, mais c'était nécessaire. Ces actions ont endommagé notre réputation. Nous avons déjà perdu 2 clients à cause de la publicité autour de votre divorce. Je suis désolé pour ça. Ne le sois pas. Ce n'est pas ta faute. C'est la sienne. Thierry se pencha en avant. Mais voici ce que je voulais te dire. Nous aimerions te garder comme investisseuse. En fait, nous aimerions augmenter ta part si tu es intéressé. Je ne connais rien à la gestion d'une entreprise. Tu n'as pas besoin. Tu serais une associée silencieuse comme avant. Mais ton investissement a été extrêmement précieux pour nous et nous aimerions poursuivre cette relation. Camille y réfléchit. Cela la lierait encore d'une certaine façon au monde de Thomas, mais cela lui donnerait aussi une sécurité financière et une indépendance. Puis-je y réfléchir? Bien sûr. Prends tout le temps dont tu as besoin. Plus tard, en marchant vers leur voiture, Camille sentit quelque chose bouger en elle. Pendant si longtemps, elle s'était définie par rapport à Thomas, son épouse, son système de soutien, la femme qui essayait de retenir son intérêt. Mais elle était plus que cela. Elle était une femme réussie à part entière, une investisseuse, une amie, une survivante. Le lendemain, Patricia, la mère de Thomas, appela Camille. « Chérie, comment tiens-tu le coup ?»« Je vais bien, Patricia. Vraiment. Je voulais que tu saches que Nicole et moi avons rencontré ton avocate hier. Nous avons donné des déclarations sur le comportement de Thomas sur le mariage sur Isabelle. Vous n'aviez pas à faire ça. Si. Tu as été de la famille pour nous pendant 10 ans.
Tu l'es encore pour moi. Ce que Thomas a fait était mal, et nous n'allons pas faire semblant. Camille sentit des larmes piquer ses yeux. Merci. Ça compte plus que tu ne le sais. C'est mon fils, et je l'aime. Mais l'amour ne signifie pas un soutien aveugle. Cela signifie tenir les gens responsables lorsqu'ils blessent les autres. Patricia marqua une pause. Il est passé hier. Il vit maintenant dans un petit appartement. Isabelle l'a quitté. Elle l'a quitté. Dès qu'elle a réalisé que l'argent était parti et que l'appartement allait être repris, elle a trouvé quelqu'un d'autre. Un promoteur immobilier avec de l'argent réel. Camille aurait dû ressentir de la satisfaction à cette nouvelle. Au lieu de cela, elle se sentait juste triste. Triste que Tom ait tout jeté pour quelqu'un qui ne l'avait jamais vraiment aimé. Triste qu'il soit seul maintenant face aux conséquences de ses choix. Mais elle ne se sentait pas coupable. Il y avait une différence. « Comment va-t-il » demanda-t-elle, parce que malgré tout elle était encore humaine. Brisé en colère contre lui-même, je pense plus que contre quiconque. Il commence à comprendre ce qu'il a perdu. C'est trop tard pour comprendre. Je sais. Et je le lui ai dit. Je lui ai dit qu'il avait fait ses choix et qu'il devait maintenant vivre avec. La voix de Patricia s'adoucit. « Mais toi et Camille, tu vas bien, mieux que bien, tu vas t'épanouir. » Après l'appel, Camille garda ses mots. S'épanouir. Quand avait-elle pensé pour la dernière fois à s'épanouir au lieu de simplement survivre? Elle ouvrit son ordinateur et commença à rechercher des cours qu'elle pourrait suivre, des voyages qu'elle voulait faire, des hobbies qu'elle avait abandonnés pendant son mariage, l'investissement que Thierry avait proposé. Pendant 10 ans, elle avait mis sa vie en pause, attendant que Thomas l'aime comme elle l'aimait, attendant qu'il la choisisse, plutôt que ses souvenirs d'Isabelle, attendant quelque chose qui n'allait jamais arriver. Elle en avait fini d'attendre. Ce soir-là, elle appela Diane concernant le règlement. « Je veux ajouter quelque chose. »« Quoi ?»« Je veux qu'il paye pour que je retourne à l'école. J'ai abandonné mon master lorsque nous nous sommes mariés parce qu'il avait besoin de soutien pour lancer l'entreprise. Je veux ça en retour. Considère que c'est fait. » Camille sourit. C'était la première chose qu'elle demandait qui concernait son avenir, pas seulement une compensation pour le passé, et cela lui semblait juste. La prochaine audience était dans 2 semaines. Thomas se battrait probablement contre les termes du règlement. Son avocat arguerait qu'ils étaient trop durs, trop punitifs. Mais Camille avait les preuves, la sympathie de la juge et la vérité de son côté. Elle allait gagner non pas parce qu'elle voulait détruire Thomas, mais parce qu'elle méritait la justice. Et après cela, après que le divorce serait final, et les actifs divisés et les batailles légales terminées, elle construirait une vie qui serait vraiment la sienne. Une où elle n'attendrait pas l'amour ou l'approbation de quelqu'un d'autre. Une où elle serait suffisante toute seule. C'était la vraie victoire. La deuxième audience était bondée. La nouvelle du divorce s'était répandue dans leur cercle et tout le monde voulait voir comment cela se déroulerait. Camille arriva tôt portant sa robe rouge cette fois. Si les gens allaient regarder, elle leur donnerait quelque chose à voir. Thomas était déjà assis plus maigre qu'avant. Il avait vieilli ces dernières semaines, des rides apparaissant autour de ses yeux qui n'étaient pas là auparavant. Gérard était à côté de lui, mélangeant des papiers d'un air résigné. La juge Patterson appela l'audience à l'ordre. « Nous sommes ici pour l'audience de preuve dans Dubois contre Dubois. Madame Lefebvre, vous pouvez procéder. » Diane se leva, dominant la salle. « Votre honneur, nous présentons des preuves de tromperie financière systématique, de faute conjugale et de rupture de devoirs fiduciaires s'étendant sur près de 4 ans du mariage Dubois. Nous avons des témoins prêts à témoigner, y compris des membres de la famille des associés commerciaux et des experts financiers. Le premier témoin fut l'expert comptable, un homme méticuleux nommé Olivier, qui parlait d'un ton précis et mesuré. Il guida le tribunal à travers chaque transaction, chaque transfert, chaque compte caché. Les chiffres étaient stupéfiants. Au total, conclut Olivier, environ 637 000 € d'actifs conjugaux ont été transférés ou dépensés pour des éléments et des dépenses liés à la liaison extra-conjugale de M. Dubois.
Gérard le contre-interrogea, mais il y avait peu à contester. Les chiffres étaient des chiffres documentés et vérifiés. Ensuite vint Thierry. Il témoigna de l'investissement que Camille avait fait dans l'entreprise, de la façon dont il avait grandi et de la façon dont Thomas avait déformé les finances de l'entreprise à Camille à plusieurs reprises. Monsieur Dubois a-t-il jamais parlé à sa femme des pertes ou des revers de l'entreprise ? Demanda Diane. Non. Il voulait qu'elle croie que tout allait bien, mais il y avait des trimestres où nous peignions et l'investissement de Madame Dubois nous maintenait à flot. Elle méritait de le savoir, mais Thomas ne le lui a jamais dit. Pourquoi pensez-vous qu'il a gardé cette information pour lui? Je pense qu'il ne voulait pas qu'elle sache à quel point il avait besoin d'elle. Il voulait paraître réussi et en contrôle. Gérard objecta, mais la juge laissa le témoignage tenir. Puis vint Patricia. La mère de Thomas marcha vers le banc des témoins, la tête haute, sans regarder son fils. « Madame Dubois, vous êtes la mère du défendeur correct. »« Oui. »« Et vous êtes ici volontairement pour témoigner en faveur de votre belle-fille. »« Oui. »« Parce que c'est la bonne chose à faire. » Diane la guida à travers des questions sur le mariage, sur ce qu'elle avait observé au fil des ans, sur les conversations qu'elle avait eues avec Thomas et Camille. « Votre fils a-t-il jamais discuté de sa relation avec Isabelle avec vous? » Oui, plusieurs fois. Il a dit qu'il ne pouvait pas la surmonter, qu'elle ait été l'amour de sa vie. Je lui ai dit que c'était irrespectueux envers sa femme, que s'il se sentait ainsi, il devrait divorcer avant de poursuivre quelqu'un d'autre. Il a dit qu'il le ferait, mais il ne l'a jamais fait. Quand ces conversations ont-elles eu lieu? Tout au long du mariage, dès le début. Un murmure traversa la salle. Le visage de Thomas était rouge, sa mâchoire serrée. Donc votre fils vous a avoué qu'il avait des sentiments pour une autre femme pendant tout son mariage avec Camille? Oui. Et je lui ai dit à plusieurs reprises que ce qu'il faisait était mal, que Camille méritait mieux. Avez-vous jamais averti Camille? Patricia avait l'air peinée. Non. Et je le regrette chaque jour. Je pensais que c'était à Thomas d'être honnête avec elle. Je ne réalisais pas à quel point il l'a trompée profondément. Nicole témoigna ensuite. La sœur cadette de Thomas. Elle parla des réunions de famille où Thomas disparaissait pour prendre des appels. Du moment où elle l'avait vu avec Isabelle alors qu'il disait à Camille qu'il était ailleurs. Il mentait droit dans les yeux, dit Nicole, la voix épaisse d'émotion. Camille l'appelait pour demander où il était et il me disait de le couvrir. Je l'ai fait au début parce que c'est mon frère. Mais ensuite j'ai vu à quel point cela la blessait et j'ai arrêté. Quand avez-vous arrêté de le couvrir? Il y a environ 1 an. Je lui ai dit que ce qu'il faisait était mal, que Camille était de la famille aussi, et que je ne participerais plus à ces mensonges. Nous ne nous sommes pas parlé pendant des mois après ça. Le témoignage peignait un tableau de tromperie systématique non seulement de Camille, mais de tous ceux qui se souciaient de leur mariage. À la pause déjeuner, l'ambiance dans la salle d'audience s'était décisivement tournée contre Thomas. Pendant la pause, Camille s'assit dans une petite salle de conférence avec Diane et Yvonne, mangeant des sandwichs et passant en revue les témoignages prévus pour l'après-midi. « Ça se passe bien, » dit Diane. « Mieux que bien. La juge est clairement sympathique. Est-ce que je devrais témoigner? Probablement. Gérard voudra sa chance de te contre-interroger, d'essayer de te peindre comme vindicative ou opportuniste, mais nous nous y sommes préparés. Dis simplement la vérité. C'est tout ce que tu as à faire. » La session de l'après-midi commença avec Isabelle elle-même. Elle avait été citée à comparaître pour témoigner sur le soutien financier qu'elle avait reçu de Thomas. Elle marcha vers le banc, l'air nerveux, vêtue d'un tailleur bleu marine conservateur, probablement destiné à la faire paraître respectable. Cela ne fonctionna pas. « Mademoiselle Moreau, » commença Diane. « Vous étiez en relation avec le défendeur pendant environ 3 ans corrects. » Oui. Pendant ce temps, M. Dubois vous a-t-il fourni un soutien financier? Il m'aidait parfois. Il vous aidait. Pouvez-vous être plus précise? Isabelle se tortilla sur son siège. Il payait mon loyer parfois. M'achetait des choses.
Selon les relevés bancaires, il a transféré en moyenne 5 000 € par mois sur votre compte pendant 3 ans. Cela fait 180 000. Est-ce exact? Je suppose. Vous supposez. Saviez-vous que M. Dubois était marié pendant ce temps? Oui. Saviez-vous que l'argent qu'il vous donnait provenait d'actifs conjugaux? De l'argent qui appartenait à la fois à lui et à sa femme. Je ne pensais pas d'où cela venait. Il disait que c'était son argent. Aimiez-vous, monsieur Dubois? Isabelle hésita. Je tenais à lui. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. L'aimiez-vous? Je ne sais pas. Quand votre relation avec monsieur Dubois a-t-elle pris fin? Il y a quelques semaines. Pourquoi a-t-elle pris fin? Parce que les choses se sont compliquées avec son divorce. Parce qu'il n'avait plus d'argent à vous donner, vous voulez dire, Gérard objecta. Argumentatif. Maintenu, dit la juge Patterson. Reformule Madame Lefebvre. Laissez-moi poser la question différemment. Après que M. Dubois a quitté sa femme et que ses actifs ont été gelés, êtes-vous resté en relation avec lui un moment? Un peu. Combien de temps? Environ 1 semaine. Et ensuite vous l'avez quitté pour quelqu'un d'autre. Correct. J'ai rencontré quelqu'un qui convenait mieux. Quelqu'un avec de l'argent qui n'était pas en train de divorcer. Objection. Retiré. Diane se détourna du témoin. Pas d'autres questions. Le contre-interrogatoire de Gérard fut bref. Il n'y avait pas grand-chose qu'il pouvait faire pour réhabiliter le témoignage d'Isabelle. Elle avait admis avoir pris de l'argent, avoir su que Thomas était marié, l'avoir quitté dès que l'argent s'était tari. Après qu'Isabelle eut quitté le banc, Thomas lui-même y monta. Il avait insisté pour témoigner, malgré les conseils de Gérard. « Monsieur Dubois, commença Diane, vous avez dit à votre femme que vous ne l'aviez jamais aimée. Est-ce vrai? Je l'ai dit dans la colère. Ce n'était pas vrai. Donc vous l'aimiez. Je tenais beaucoup à elle. Mais vous aimiez aussi Isabelle. J'avais des sentiments pour les deux. Donc vous avez menti à l'une ou aux deux sur vos sentiments. » Thomas avait l'air piégé. C'était compliqué. Cela me semble simple. Vous avez épousé Camille tout en ayant encore des sentiments pour quelqu'un d'autre. Vous avez maintenu une relation avec cette personne tout au long de votre mariage. Vous avez dépensé plus d'1 demi-million d'euros de fonds conjugaux pour cette relation. Et lorsque vous avez finalement décidé de partir, vous avez dit à votre femme que vous ne l'aviez jamais aimée. Cela résume-t-il précisément la situation? Vous le faites sonner pire que ça ne l'était. Vraiment dites au tribunal. Comment devrais-je caractériser votre comportement? J'ai fait des erreurs. J'ai blessé des gens. Mais je ne suis pas un monstre. Personne ne vous a appelé monstre, monsieur Dubois. Nous établissons simplement des faits. Diane sortit un document. Voici un enregistrement d'une conversation téléphonique entre vous et mademoiselle Moreau d'il y a 4 mois. Dans celle-ci, vous discutiez du moment de votre divorce pour maximiser votre position financière. Vous souvenez-vous de cette conversation? Je ne me souviens pas spécifiquement. Laissez-moi rafraîchir votre mémoire. Elle joua un extrait. La voix de Thomas remplit la salle. Si je divorce maintenant, elle obtient la moitié de tout. Je dois attendre que les options d'action soient acquises. C'était sorti du contexte. Thomas rapidement. Quel contexte rend cette déclaration acceptable? Il n'eut aucune réponse. Diane poursuivit son interrogatoire, démolissant méthodiquement chaque défense que Thomas essayait d'offrir. Oui, il avait caché des comptes. Oui, il avait menti sur des voyages d'affaires. Oui, il avait acheté une propriété au nom d'Isabelle avec des fonds conjugaux. Oui, il avait dit à Isabelle qu'il quittait Camille des mois avant de le faire réellement. Lorsque Diane eut terminé, Thomas avait l'air vaincu. Le réinterrogatoire de Gérard essaya de l'humaniser, de montrer du remords, mais les dégâts étaient en fait. Enfin, Camille monta sur le banc. Elle avait redouté ce moment, mais en marchant vers la boîte des témoins, elle se sentit calme.
C'était sa chance de raconter son histoire. « Madame Dubois, commença Diane doucement, pouvez-vous parler au tribunal de votre mariage ?» Camille prit une respiration. « Je pensais que nous étions heureux. J'ai soutenu les rêves de Thomas. J'ai investi dans son entreprise. Je me suis occupé de notre maison. J'ai fait tout ce que je pensais qu'une bonne épouse devait faire. Quand avez-vous commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas ? » Il y a environ 2 ans. De petites choses d'abord. Il était distant. Il prenait des appels dans l'autre pièce. Son emploi du temps ne correspondait pas toujours à ce qu'il me disait. Qu'avez-vous fait lorsque vous avez soupçonné une infidélité ? Je voulais être sûr avant d'agir. Je ne voulais pas l'accuser à tort, alors j'ai commencé à faire attention. J'ai remarqué des charges sur notre carte de crédit pour des endroits où il disait ne pas être allé. J'ai trouvé des reçus, et ensuite j'ai engagé quelqu'un pour le suivre. Cela a dû être difficile. C'était la chose la plus dure que j'ai jamais faite parce qu'une partie de moi espérait avoir tort. Une partie de moi voulait qu'il soit l'homme que je pensais qu'il était. Quand avez-vous su avec certitude ? Lorsque j'ai vu les photographies. Lui et Isabelle ensemble se regardant de la façon dont ils me regardaient autrefois. La voix de Camille se brisa légèrement, mais elle garda son calme. C'est à ce moment que j'ai su que mon mariage était fini. Pourquoi ne l'avez-vous pas confronté alors ? Parce que j'avais besoin de me protéger. J'avais vu ce qui arrivait à des amis qui avaient traversé des divorces, les bagarres et les mensonges, la dévastation financière. Je ne voulais pas ça. Je voulais être intelligente à ce sujet. Donc, vous avez tout documenté. Oui. Chaque transaction, chaque mensonge, chaque moment de tromperie. J'ai construit un dossier parce que je savais que si je ne le faisais pas, il essaierait de me faire paraître déraisonnable ou vindicative. Je voulais que la vérité parle d'elle-même. Le contre-interrogatoire de Gérard fut agressif. Il essaya de peindre Camille comme froide et calculatrice, comme quelqu'un qui s'était marié pour l'argent, comme quelqu'un qui essayait maintenant de détruire Thomas par pure malice. N'est-il pas vrai, Madame Dubois, que vous venez d'une famille aisée ? Ma grand-mère m'a laissé un fonds en fiduciaire. Oui. Et vous avez investi cet argent dans l'entreprise de votre mari. Oui. Donc vous aviez un intérêt financier dans son succès. J'avais un intérêt émotionnel dans son succès. Je l'aimais. Je voulais qu'il réalise ses rêves. Mais vous alliez aussi en bénéficier financièrement. Nous allions tous les deux en bénéficier. C'est ce que le mariage est censé être, un partenariat. Pourtant maintenant vous demandez 70% des actifs conjugaux. Cela vous semble-t-il un partenariat ? Je demande qui est juste. Il a dépensé plus de 600 000 de notre argent pour une autre femme. Je demande ça en retour, plus une compensation pour les mensonges et la trahison. Ce n'est pas vindicatif, c'est juste. Gérard essaya plusieurs autres approches, mais Camille resta stable, ses réponses claires et cohérentes. Elle ne se mit pas en colère ni ne se défendit. Elle dit simplement la vérité. Lorsqu'elle descendit, elle se sentit plus légère. Des années de secrets et de silence avaient été dites à voix haute. La vérité était là maintenant pour que tout le monde la voie. La juge Patterson appela les plaidoiries finales. Diane parla en premier, résumant les preuves, les témoignages, le schéma clair de tromperie et de faute financière. « Votre honneur, conclut-elle, Madame Dubois ne demande pas de vengeance. Elle demande la justice. Elle demande que les actifs conjugaux soient divisés équitablement en tenant compte des sommes massives que son mari a dépensées pour sa liaison. Elle demande l'opportunité de reconstruire sa vie après 10 ans de tromperie. Ce n'est pas trop demandé. » La plaidoirie de Gérard souligna le remords de Thomas, sa volonté de régler son espoir d'une résolution équitable. La juge Patterson écouta les deux côtés, puis regarda ses notes un long moment. « J'aurai mon jugement dans 1 semaine, dit-elle enfin. Audience levée. Dehors, les journalistes les assaillirent. Diane géra les questions pendant que Camille et Yvonne se faufilaient vers leur voiture. « Tu as été formidable là-dedans, » dit Yvonne en s'éloignant. « Tu as été forte et honnête et réelle. J'ai juste dit la vérité. C'est tout ce que tu as jamais eu besoin de faire. » Elles rentrèrent à l'appartement en silence. Camille regardait par la fenêtre voyant la ville défiler.
Dans une semaine, tout cela serait terminé. La bataille légale prendrait fin et sa nouvelle vie pourrait commencer. Elle n'avait plus peur. Quoi qu'il arrive, elle survivrait. Plus que survivre. Elle s'épanouirait parce qu'elle avait appris quelque chose d'important à travers tout cela. Elle n'avait pas besoin de Thomas ni de quiconque pour valider sa valeur. Elle était suffisante toute seule. Et c'était une vérité qu'aucun jugement de juge ne pouvait changer. La semaine d'attente du jugement de la juge Patterson sembla à la fois interminable et trop courte. Camille passa le temps à se préparer à ce qui viendrait ensuite. Elle rencontra un agent immobilier au sujet de la vente de la maison si elle décidait de ne pas la garder. Elle rechercha des programmes de master et d'administration des affaires. Elle prit un café avec Thierry pour discuter d'augmenter son investissement dans l'entreprise. « Tu as changé », dit Thierry pendant leur rencontre. « Tu sembles plus forte. »« Je suis plus forte. J'ai dû l'être. » L'offre tient toujours. Nous aimerions t'avoir plus impliquée dans l'entreprise, non seulement comme investisseuse, mais peut-être dans un rôle consultatif. Ton point de vue serait précieux. Camille y réfléchit. 1 an plus tôt, l'idée l'aurait terrifiée. Elle se voyait comme le système de soutien de Thomas, non comme quelqu'un ayant sa propre expertise à offrir. Mais maintenant, j'aimerais ça, dit-elle. Une fois que tout sera réglé, parlons sérieusement de ce à quoi cela ressemblerait. Le matin du jugement, Camille s'habilla avec soin. Elle choisit son tailleur bleu professionnel et digne. Elle avait porté des couleurs vives tout au long des procédures, un petit acte de rébellion contre les années où elle avait essayé d'être invisible, de ne pas éclipser Thomas. La salle d'audience était encore pleine. Thomas était assise avec Gérard, l'air résigné. Il n'essaya plus d'attraper le regard de Camille. Patricia et Nicole étaient dans la galerie derrière Camille, montrant leur soutien. La juge Patterson entra et tout le monde se leva. Elle s'installa à son banc et ouvrit un dossier. « J'ai examiné toutes les preuves et témoignages dans ce dossier, » commença-t-elle. « J'ai aussi examiné les arguments des 2 conseils. C'est l'un des cas de faute conjugale les plus clairs que j'ai vus en 20 ans sur le banc. » Elle regarda Thomas. « Monsieur Dubois, vous avez systématiquement trompé votre femme pendant la majeure partie de votre mariage. Vous avez dépensé plus de 600 000 € de fonds conjugaux pour une liaison extra-conjugale. Vous avez acheté une propriété au nom d'une autre femme avec de l'argent qui appartenait à la fois à vous et à votre femme. Vous avez menti à votre épouse, à votre famille et à vos partenaires commerciaux. Vos actions n'étaient pas des erreurs, c'étaient des choix. » Le visage de Thomas était pâle, mais il ne dit rien. Madame Dubois, d'un autre côté, a montré une retenue et une sagesse remarquables. Plutôt que de confronter son mari dans la colère, elle a documenté la tromperie. Elle s'est protégée légalement et financièrement. Elle a construit un dossier hermétique. Je la félicite pour cette approche. La juge Patterson regarda ses notes. Voici mon jugement. La maison conjugale revient à Madame Dubois libre et claire. Monsieur Dubois ne recevra aucune compensation pour son intérêt dans la propriété. Gérard commença à objecter, mais la juge leva la main. Monsieur Dubois a perdu toute prétention à cette propriété lorsqu'il a dépensé des centaines de milliers d'euros pour sa liaison. Considérez cela comme le coût de ses choix. Elle poursuivit. Madame Dubois se voit accorder la restitution complète des 637 000 € de fonds conjugaux que Monsieur Dubois a transférés ou dépensés pour Mademoiselle Moreau. Zoamontin sera payé à partir de la part de Monsieur Dubois des actifs conjugaux restants. De plus, Madame Dubois se voit accorder 200 000 € de dommages pour détresse émotionnelle et rupture de devoirs fiduciaires. L'investissement de Madame Dubois dans Technologies Fletcher est reconnu comme bien propre provenant de son héritage personnel. La valeur actuelle de cet investissement, environ 2 millions, lui appartient exclusivement. Les actifs conjugaux restants, après tous les transferts et attributions, seront divisés 60-40 en faveur de Madame Dubois. Enfin, Monsieur Dubois paiera pour que Madame Dubois termine son master, un objectif éducatif qu'elle a abandonné pour soutenir sa carrière. Coût estimé 100 000 €. La juge Patterson leva les yeux de ses notes. Y a-t-il des questions sur ce jugement? Gérard se leva. Votre honneur, c'est extrêmement unilatéral. Mon client se retrouvera avec presque rien.
Votre client aurait dû y penser avant de dépenser plus d'un demi-million pour une liaison. Le jugement tient. Elle frappa son marteau. Cette affaire est close. Le mariage de Camille et Thomas Dubois est dissous. La salle d'audience éclata en murmures. Camille resta immobile assimilant ce qui venait de se passer. Elle avait gagné complètement plus qu'elle n'avait même espéré. Diane se pencha et serra sa main. « Félicitations. C'est l'un des meilleurs résultats que j'ai jamais vus dans un divorce. » Thomas se leva et sortit rapidement Gérard le suivant. Il ne regarda pas en arrière. Patricia s'avança et serra Camille fort dans ses bras. « Tu méritais chaque bite de cela. Merci d'avoir témoigné, de m'avoir soutenu. Tu es de la famille chérie. Cela ne change pas juste parce que mon fils a été un imbécile. » Nicole l'embrassa ensuite. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles. » Dehors, Diane géra la presse pendant que Camille se faufilait avec Yvonne. Dans la voiture, elles restèrent silencieuses un moment. « Comment te sens-tu » demanda finalement Yvonne. « Soulagée, vengée, libre. » Camille regarda son amie. « Et prête à avancer. » Elles rentrèrent à l'appartement, mais cela ne ressemblait plus à rentrer à la maison parce que l'appartement avait toujours été temporaire, un port sûr, pendant la tempête. Maintenant, la tempête était passée. « Je dois commencer à chercher mon propre endroit, » dit Camille. « Tu as été formidable de me laisser rester chez toi tout ce temps, mais j'ai besoin de mon propre espace. J'ai adoré t'avoir ici, mais je comprends. Tu as besoin de construire ta propre vie maintenant. » Au cours des jours suivants, Camille commença le processus de récupération de sa maison. Les serrures avaient déjà été changées, mais maintenant, elle se sentait vraiment à elle. Elle engagea des déménageurs pour ramener ses affaires de l'appartement de Yvonne. En parcourant les pièces vides, elle les voyait différemment maintenant. Non plus comme la maison qu'elle avait partagée avec Thomas, mais comme un espace plein de possibilités. Elle pouvait redécorer, réarranger, en faire vraiment la sienne. La première chose qu'elle fit fut de peindre la chambre. Les murs avaient été beige neutre sûr. Elle les peignit d'un bleu canard profond vif et audacieux. Ensuite, le salon d'un vert doux. La cuisine reçut des placards jaunes. La couleur revenait dans sa vie littéralement et figurativement. Thomas essaya d'appeler encore quelques fois, mais elle ne répondit pas. Il n'y avait plus rien à dire. La bataille légale était terminée. Leur mariage était terminé. Ils étaient des étrangers maintenant liés seulement par des papiers et des souvenirs. Un soir, environ une semaine après le jugement, Patricia passa avec une casserole. « Je sais que tu en as probablement assez que les gens t'apportent de la nourriture, » dit-elle. « Mais je suis une mère, c'est ce que nous faisons. » Elles s'assirent dans le salon fraîchement peint, mangeant et parlant. « Comment va-t-il » demanda Camille, se surprenant elle-même avec la question. « Thomas. » Il se débat. Il a perdu sa place dans l'entreprise. Il a perdu la plupart de ses actifs. Il t'a perdu. Il vit dans un petit appartement, travaillait comme consultant. C'est humiliant pour lui. Penses-tu qu'il a appris quelque chose ? Patricia resta silencieuse un moment. Je pense qu'il apprend. S'il change vraiment, le temps le dira. Mais ce n'est plus ton problème. Non, ce n'est pas le cas. Il a demandé après toi. Voulait savoir si tu allais bien. Qu'as-tu répondu ? Je lui ai dit que tu allais mieux que bien. Je lui ai dit que tu t'épanouissais. Camille sourit. J'y arrive. Elle s'inscrivit à un programme de master à l'université locale, commençant les cours à l'automne. Elle accepta l'offre de Thierry de prendre un rôle plus actif dans l'entreprise, rejoignant le conseil consultatif. Elle recommença à peindre quelque chose qu'elle aimait à l'université, mais qu'elle avait abandonné pendant son mariage. Son atelier d'art devint la chambre d'amis. Les murs couverts de toiles à divers stades d'achèvement. Des couleurs vives, des traits audacieux, des émotions transformées en quelque chose de beau. Yvonne venait souvent apportant toujours du vin et des rires. Elle s'asseyait dans le jardin de derrière parlant de tout et de rien. « Tu sais ce que j'aime, » dit Yvonne un soir. « Comment tu as tout récupéré. Ta maison, ta carrière, tes hobbies, ta vie entière.
Ça fait du bien. Comme si je devenais enfin celle que j'étais toujours censée être. Et pour les rencontres, es-tu prête pour ça? Camille réfléchit à la question. Peut-être un jour. Mais je ne me précipite dans rien. Je suis heureuse seule pour le moment. C'est quelque chose que j'ai besoin d'apprécier. Femme intelligente. 3 mois après la finalisation du divorce, Camille assista à un gala de charité pour une fondation artistique locale. Elle avait donné certaines de ses peintures pour l'enchère et avait été invitée à y assister. Elle porta une robe émeraude magnifique, ses cheveux coiffés en boucles élégantes. Elle se sentait belle non pas parce qu'elle essayait d'impressionner qui que ce soit, mais parce qu'elle se sentait enfin à l'aise dans sa propre peau. Au gala, elle se mêla aux artistes et aux mécènes, discutant de techniques et d'inspiration. Une de ses peintures se vendit pour 5 000 €, les bénéfices allant à soutenir de jeunes artistes. « Félicitations », dit une voix derrière elle. Elle se retourna pour trouver un homme d'une trentaine d'années, bel homme aux yeux gentils. « Je suis Julien. J'ai acheté votre peinture. »« Merci. C'est très généreux. » Elle m'a parlé. Toute cette couleur et cette émotion. « Vous êtes très talentueuse. » Ils parlèrent un moment d'art de vie et de rêve. Il était enseignant, lui dit-il, travaillant avec des jeunes à risque. Il avait toujours cru au pouvoir de la créativité pour guérir. « Je comprends ça, » dit Camille. « L'art m'a sauvé de bien des façons. » « De quoi ? » ? D'oublier qui j'étais. Julien hocha la tête, de la compréhension dans les yeux. « Voudriez-vous prendre un café un de ces jours? J'aimerais en savoir plus sur votre travail. » Camille hésita, puis sourit. « J'aimerais ça. » En rentrant ce soir-là, elle pensa à quel point elle était allée loin. De la femme qui avait hoché silencieusement la tête lorsque son mari avait dit qu'il ne l'avait jamais aimée, à la femme qui s'était battue pour ce qu'elle méritait, à la femme qui était maintenant ouverte à de nouvelles possibilités. Le voyage n'avait pas été facile. Il y avait encore des jours difficiles, des moments où elle ressentait la perte de ce qui aurait pu être. Mais ces moments devenaient plus rares, remplacés par des jours de contentement et d'espoir. Elle avait appris que la vengeance n'était pas de détruire quelqu'un d'autre. C'était de se construire soi-même, de refuser d'être brisé, d'insister sur sa propre valeur. Et c'était exactement ce qu'elle avait fait. Thomas était assis dans son studio, regardant les murs nus. Ce n'était rien comme la maison qu'il avait partagée avec Camille, rien comme la vie qu'il avait imaginée avec Isabelle. C'était petit, exigu, solitaire. Il avait touché le fond, et le pire était de savoir qu'il avait creusé le trou lui-même. Le travail de consultant couvrait à peine ses factures. La plupart de ses anciens clients l'avaient abandonné après que le divorce soit devenu public. L'industrie était petite et tout le monde savait ce qu'il avait fait. Tromper sa femme était une chose. Voleur des actifs conjugaux pour le faire en était une autre entièrement. Son téléphone sonnait rarement maintenant. Ses amis s'étaient distancés, peu disposés à être associés à son scandale. Sa mère appelait encore, mais leurs conversations étaient tendues. Patricia faisait clairement savoir qu'elle l'aimait, mais n'approuvait pas ses choix. Isabelle était fiancée maintenant, au promoteur immobilier pour lequel elle l'avait quitté. Thomas avait vu l'annonce sur les réseaux. Elle avait l'air heureuse tenant sa bague pour la caméra. Il se demandait si elle penserait jamais à lui, à ce qu'ils avaient eu. Probablement pas. Il pensait constamment à Camille. Non pas de la façon dont il le faisait autrefois, la prenant pour acquise, assumant qu'elle serait toujours là. Maintenant, il pensait à toutes les façons dont elle l'avait soutenu, cru, en lui aimait toutes les choses qu'il avait jetées. Il essaya de la joindre quelques fois, mais elle ne répondit jamais. Son numéro était bloqué, ses comptes de réseau privé. Elle avait complètement avancé comme s'il n'avait jamais existé. Gérard avait envoyé le compte final du règlement du divorce. Thomas était parti avec environ 200 000 €, assez pour recommencer s'il était intelligent à ce sujet, mais c'était une fraction de ce qu'il aurait eu s'il avait simplement été fidèle, s'il avait simplement apprécié ce qu'il avait. Son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. « Tu as eu ce que tu méritais. » Il ne répondit pas. Les messages venaient occasionnellement de gens qui l'avaient blessé ou de gens qui voulaient juste le frapper pendant qu'il était à terre. Il les ignorait habituellement, mais celui-ci piquait parce que c'était vrai. Il avait obtenu exactement ce qu'il méritait. Thomas pensa à la nuit où il avait dit à Camille qu'il partait.
la façon dont elle avait simplement hoché la tête si calme et composée. Il avait pensé qu'elle était faible, qu'elle ne se souciait pas assez pour se battre pour lui. Maintenant, il comprenait. Elle se préparait. Pendant qu'il mentait et planifiait son escape, elle construisait un dossier, documentait, tout se préparait au moment qu'elle savait venir. Elle avait été 10 pas devant lui tout le temps. Il admirait cela d'une façon tordue. La force qu'il avait fallu pour rester silencieuse, pour ne pas réagir, pour planifier, au lieu d'exploser. Camille avait toujours été plus forte qu'il ne lui en avait donné le crédit. Un soir, il se retrouva à passer devant leur ancienne maison. Il ne prévoyait pas de s'arrêter, juste de la voir une dernière fois. Mais en passant, il la vit. Camille était dans le jardin de devant plantant des fleurs. Elle portait un short en jean et un t-shirt rouge vif, ses cheveux tirés en queue de cheval. Elle souriait parlant à quelqu'un qu'il ne pouvait pas voir. Un homme sortit de la maison portant un arrosoir. Il dit quelque chose qui fit rire Camille. Un vrai rire, le genre que Thomas n'avait pas entendu d'elle depuis des années. L'homme était grand bien bâti avec un sourire facile. Il lui tendit l'arrosoir et leurs doigts se touchèrent. C'était un petit moment mais intime. Thomas sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Elle avait avancé, vraiment avancé. Elle était heureuse, peut-être plus heureuse qu'elle ne l'avait jamais été avec lui. Il s'éloigna rapidement, ne voulant pas être vu, ne voulant pas s'immiscer dans sa nouvelle vie. De retour dans son appartement, il ouvrit son ordinateur et regarda des photos de leur mariage. Camille, dans sa robe blanche rayonnante de joie. Lui, dans son smoking, pensant à Isabelle même, alors se demandant s'il faisait une erreur. Il avait tout ruiné. Pas seulement le mariage, mais sa carrière, sa réputation, ses relations avec sa famille. Tout parce qu'il ne pouvait pas lâcher quelqu'un qui ne l'avait jamais vraiment aimé. Isabelle l'avait utilisé. Il le voyait maintenant. Elle était restée avec lui tant que l'argent coulait, tant qu'il pouvait fournir le style de vie qu'elle voulait. Au moment où cela s'était terminé elle aussi. Et Camille, qui l'avait aimé inconditionnellement, qui avait abandonné ses propres rêves pour soutenir les siens, il l'avait jetée comme si elle ne signifiait rien. Thomas regarda les papiers de divorce, le décret final arrivait la veille. Le mariage était dissous. Camille Dubois avait légalement repris son nom de jeune fille. Elle était Camille Green, à nouveau l'effaçant de son identité. Il ne lui en voulait pas. Son téléphone sonna. Thierry. Thomas, nous devons parler. De quoi reste-t-il à parler? Ton accord de rachat. Il y a une clause de non-concurrence, tu t'en souviens. Vaguement. Tu ne peux pas démarrer une entreprise concurrente ou travailler pour un concurrent pendant 3 ans. C'est parti de l'accord que tu as signé. Je sais. Donc ce travail de consultant que tu fais une partie est pour des entreprises qui concurrentent avec nous. Cela viole l'accord. Thomas sentit la panique monter dans sa gorge. Thierry, c'est le seul travail que je peux obtenir. J'ai besoin de survivre. Alors tu dois trouver des clients non concurrents, parce que si tu continues, nous devrons engager une action légale. Et compte tenu de tout ce qui s'est passé, je ne pense pas que tu veuilles plus d'ennuis légaux. L'appel se termina. Thomas posa sa tête dans ses mains. Même ses tentatives de reconstruction étaient bloquées par les conséquences de ses choix. Il était piégé dans une prison de sa propre fabrication. Les jours se confondaient. Se réveiller. Envoyer des CV. Être rejeté. Manger de la nourriture bon marché. Aller au lit. Répéter. Ses économies s'amenuisaient. Il devrait bientôt déménager dans un endroit d'encore moins cher, peut-être prendre un colocataire. À 42 ans, il recommençait avec moins qu'il n'avait à 25. Une nuit incapable de dormir, il écrivit un email à Camille. Il savait qu'elle ne le lirait pas, mais il devait essayer. Camille, je sais que tu ne répondras pas à ceci. Je sais que je n'ai aucun droit de te contacter, mais j'ai besoin de dire quelque chose. Je suis désolé. Je suis si profondément vraiment désolé pour tout ce que je t'ai fait. Tu méritais tellement mieux que ce que je t'ai donné. Tu méritais de l'honnêteté, de la loyauté, de l'amour, et j'ai échoué dans tous les sens. Je n'attends pas de pardon. Je n'attends rien. Je voulais juste que tu saches que je comprends enfin ce que j'ai perdu. Et je donnerais n'importe quoi pour revenir en arrière et faire les choses différemment, mais je ne peux pas. Alors j'espère que tu es heureuse.
J'espère que tu trouves tout ce que tu mérites. J'espère que tu m'oublies et construis une belle vie. Tu l'as gagné. Thomas. Il hésita longtemps au-dessus du bouton d'envoi. Puis il supprima l'email. À quoi bon, cela ne serait qu'un autre fardeau pour elle à porter. Un autre rappel de la douleur qu'elle avait dépassée. Elle était libre de lui. Il devrait la laisser rester ainsi. Thomas s'allongea dans son lit étroit, regardant le plafond. Il avait pensé quitter Camille. Pour Isabelle était choisir l'amour, plutôt que l'obligation, la passion, plutôt que la complaisance. Mais ce n'était pas de l'amour. C'était de l'obsession de l'ego, la peur de manquer quelque chose qu'il pensait mériter. Et qu'avait-il obtenu? Rien. Moins que rien. Il avait eu une femme qu'il aimait, le soutenait, croyait en lui, une belle maison. Une entreprise prospère, le respect dans sa communauté, une famille qu'il admirait. Et il avait tout détruit parce qu'il ne pouvait pas lâcher un fantasme. Le lendemain matin, Thomas se réveilla avec un message de sa mère. Ta tante est morte. Les funérailles sont samedi. J'espère que tu viendras. Il n'avait pas vu la plupart de sa famille depuis le divorce. Il n'était pas sûr de pouvoir les affronter leurs déceptions et leurs jugements. Mais tante Rose avait toujours été gentille avec lui. Il lui devait le respect de lui dire au revoir. Aux funérailles, sa famille fut cordiale mais distante. Nicole l'embrassa brièvement. Son oncle lui serra la main d'une poignée ferme qui communiquait plus de désapprobation que des mots. Sa mère s'assit à côté de lui pendant le service. « Comment vas-tu » chuchota-t-elle. « Je survis. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Thomas la regarda. « Je suis misérable, maman. Je suis seul, fauché, honteux. Je me réveille chaque jour et souhaite pouvoir revenir en arrière et tout changer. » Patricia serra sa main. « Je suis contente que tu ressentes ça enfin. Non pas parce que je veux que tu souffres, mais parce que cela signifie que tu apprends. Le vrai changement vient de toucher le fond. Je pense que je l'ai touché. Bien. Maintenant, tu peux commencer à remonter. Mais fais-le pour toi-même, pas pour qui que ce soit d'autre. Pas pour reconquérir Camille parce que ce bateau a quitté le port. Pas pour prouver quelque chose à moi ou à Nicole. Fais-le parce que tu veux être un meilleur homme. » Après les funérailles, Thomas conduisit dans la ville se souvenant de sa vie avant que tout ne s'écroule. Les restaurants où il emmenait des clients, le gymnase, où il s'entraînait, les parcs où lui et Camille se promenaient les dimanches matins. Il avait tout pris pour acquis. La vie, l'amour, les possibilités. Maintenant, ils étaient en partie. Et il n'avait personne d'autre à blâmer que lui-même. Ce soir-là, il prit une décision. Il arrêterait d'essayer de contacter Camille. Il arrêterait de regarder ses réseaux à travers les comptes d'autres personnes. Il arrêterait de passer devant la maison. Il la laisserait partir, vraiment la laisser partir, parce que c'est ce qu'elle méritait. La liberté de lui et de tout ce qu'il représentait. Et peut-être, juste peut-être, s'il se concentrait sur devenir une meilleure personne, sur apprendre de ses erreurs, au lieu de s'y complaire, il pourrait éventuellement se pardonner. Ce ne serait pas facile. Cela prendrait des années, peut-être le reste de sa vie, mais c'était le seul chemin vers l'avant. Thomas regarda autour de lui, son petit appartement, la vie à laquelle il s'était réduit. C'était son fond, son point de rupture. Et d'ici, le seul chemin était vers le haut. 6 mois après la finalisation du divorce, Camille se tenait dans sa cuisine fraîchement rénovée, la lumière du soleil filtrant à travers les fenêtres qu'elle avait fait agrandir. La maison ne ressemblait en rien à ce qu'elle avait été pendant son mariage. Chaque pièce avait été transformée avec des couleurs vives, de nouveaux meubles, des touches personnelles qui reflétaient qui elle était, non qui elle essayait d'être. Son changement préféré était la véranda. Elle avait ajouté un espace vitré rempli de plantes et de ses chevalets. Elle y peignait chaque matin avant de commencer sa journée, se perdant dans les couleurs et la créativité. L'école supérieure était stimulante mais vivifiante. Ses cours en gestion d'entreprise et entrepreneuriat la poussaient à penser différemment, à voir des possibilités là où elle n'avait vu que des limitations auparavant. Ses professeurs louaient ses intuitions, particulièrement sa compréhension des dynamiques de travail et de la culture organisationnelle. Elle avait appris plus qu'elle ne s'y attendait, non seulement sur les affaires, mais sur elle-même. Elle était intelligente, capable, stratégique. Toutes les choses qu'elle avait étouffées pendant son mariage, essayant de faire sentir Thomas supérieur, essayant de ne pas menacer son ego.
Thierry avait tenu sa promesse. Camille siégeait maintenant au conseil consultatif de Technologies Meridian, qui avait été renommé après le départ de Thomas. Son investissement avait considérablement augmenté et elle fournissait une contribution précieuse aux décisions de l'entreprise. « Tu as de bons instincts », lui dit Thierry pendant une réunion du conseil. « Tu vois des choses que le reste d'entre nous manque. »« J'ai appris à faire attention aux détails, » dit-elle. « À remarquer ce que les gens ne disent pas autant que ce qu'ils disent. » Les compétences qu'elle avait développées en documentant la liaison de Thomas avaient des applications inattendues dans les affaires. Elle pouvait lire des états financiers et repérer des irrégularités. Elle pouvait analyser des modèles et prédire des résultats. Elle pouvait se préparer minutieusement et présenter avec confiance. Son amitié avec Yvonne s'était approfondie à travers tout ce qu'elles avaient traversé ensemble. Elle dînait chaque semaine parfois au restaurant, parfois chez Camille, souvent juste des plats à emporter sur le canapé en regardant des films. « Tu te souviens quand tu as découvert pour Thomas ?» dit Yvonne un soir. « Tu m'as appelé en pleurant à peine capable de parler. Je me souviens. Je pensais que ma vie était finie. Regarde-toi maintenant, tu t'épanouis. » C'est le mot que Patricia utilisait, et elle avait raison. Camille sourit. Elle se sentait vraiment en train de s'épanouir, non seulement de survivre. Chaque jour apportait de nouvelles opportunités, de nouveaux défis, de nouvelles raisons d'être reconnaissante. Sa relation avec Julien s'était développée lentement avec soin. Ils avaient commencé par un café, puis un dîner, puis des promenades dans le quartier artistique de la ville. Il était patient, ne poussant jamais, toujours respectueux du fait qu'elle guérissait. « Je ne suis pas prête pour quelque chose de sérieux, » lui dit-elle tôt. « J'ai besoin de temps. » « Je comprends. On peut juste être amis, voir où ça mène. » Et ils étaient amis, de bons amis. Il la faisait rire. Il écoutait lorsqu'elle parlait de ses rêves. Il partageait ses propres luttes et triomphes, enseignant à des enfants troublés qui lui rappelaient lui-même à cet âge. Un soir, ils assistèrent à une ouverture de galerie ensemble. Julien avait insisté pour y aller, disant que son travail méritait d'être vu par plus de gens. 2 de ses peintures étaient exposées et la réponse était écrasamment positive. « Tu devrais avoir ta propre exposition, » dit Julien en sortant. « Ces gens aiment ton travail. »« Peut-être un jour. Pour le moment, j'apprécie juste de peindre, pour le plaisir de peindre. » C'est la meilleure raison de faire quoi que ce soit. Ils marchèrent dans la ville parlant de tout et de rien. Lorsqu'ils arrivèrent à sa voiture, Julien hésita. « Camille, j'ai besoin de te dire quelque chose. » Son cœur sauta. « Quoi ? » ?»« Je sais que tu as dit que tu n'étais pas prête pour quelque chose de sérieux, et je respecte ça, mais j'ai besoin que tu saches que j'ai des sentiments pour toi, de vrais sentiments. Et je suis prête à attendre aussi longtemps qu'il le faudra, mais je ne voulais pas cacher comment je me sens. » Camille le regarda. Cet homme gentil et patient qui n'avait jamais demandé plus qu'elle ne pouvait donner. « Julien, tu n'as pas à dire quoi que ce soit. Je voulais juste être honnête. » « Non, je suis contente que tu me l'aies dit. » Elle prit une respiration. « J'ai des sentiments pour toi aussi. J'ai juste peur. Mon jugement a été tellement faux auparavant. J'ai fait confiance complètement à quelqu'un et il a détruit cette confiance. Je ne sais pas si je peux le faire à nouveau. Je ne suis pas Thomas. Je ne ferai jamais ce qu'il a fait. Je sais logiquement. Je sais ça. Mais la peur est encore là. » Julien prit sa main doucement. « Alors, on y va lentement, aussi lentement que tu en as besoin. Je ne vais nulle part. » Au cours des semaines suivantes, leur relation évolua. Ils restaient imprudents, prenant les choses étape par étape. Mais il y avait maintenant une ouverture, une vulnérabilité qui semblait à la fois terrifiante et juste. Patricia et Nicole étaient restées proches de Camille, la traitant comme de la famille, malgré le divorce. Elles déjeunaient ensemble une fois par mois, parlant de tout sauf de Thomas. « As-tu de ces nouvelles ?» demanda finalement Patricia, un jour brisant leurs règles non dites. « Non, et je n'en veux pas. Ce chapitre de ma vie est clos. » Il se débat. Vit dans un petit appartement, gagne à peine de quoi vivre. Une partie de moi a de la pitié pour lui. Une partie de moi aussi, admit Camille. Je ne veux pas qu'il souffre. Je veux juste vivre ma vie sans lui dedans. C'est juste. Plus que juste. Patricia serra sa main.
Tu sais, j'avais toujours espéré que tu serais ma belle-fille pour toujours. Et même si la relation légale s'est terminée, tu es encore de la famille pour moi. Tu le seras toujours. » Camille sentit des larmes piquer ses yeux. « Merci, ça signifie tout pour moi. » Elle avait aussi commencé une petite entreprise de conseil aidant des femmes à naviguer dans les procédures de divorce. Elle ne faisait pas de publicité, mais le bouche à oreille se répandait à travers les réseaux d'avocats et les groupes de soutien. Des femmes venaient à elle pour des conseils sur la documentation, sur la protection des actifs, sur rester forte lorsque tout semblait impossible. « Tu m'as sauvé la vie », lui dit une cliente, après avoir négocié avec succès son règlement de divorce. « J'étais prête à juste abandonner et accepter ce qu'il offrait. Mais tu m'as montré que j'avais du pouvoir, j'avais des droits. »« Tu avais toujours ces choses, » dit Camille. « Je t'ai juste aidé à les voir. » Le travail était émotionnellement stimulant, ramenant des souvenirs de son propre divorce. Mais il était aussi guérissant, transformant sa douleur en quelque chose qui pouvait aider les autres. Un après-midi, en peignant dans sa véranda, Camille réalisa qu'elle ne se souvenait plus de la dernière fois qu'elle avait pensé à Thomas. Des jours avaient passé, peut-être même une semaine, sans qu'il traverse son esprit. Cela semblait une victoire. Elle termina la peinture sur laquelle elle travaillait, une pièce abstraite vibrante en rouges, oranges et jaunes. Elle s'appelait Phénix, représentant la renaissance et la transformation. En la regardant, elle vit son voyage reflété dans les couleurs et les formes. Les coins sombres représentant son mariage. L'explosion brillante représentant le divorce. Le centre chaud et lumineux représentant où elle était maintenant. Elle s'était élevée des cendres de sa vieille vie et avait construit quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux, quelque chose entièrement à elle. Ce soir-là, Julien vint la chercher pour dîner. Ils allaient dans un nouveau restaurant du centre-ville, puis à un concert dans le parc. « Tu es magnifique, » dit-il, lorsqu'elle ouvrit la porte dans sa robe bordeaux. « Merci, toi aussi tu as l'air bien. » Ils conduisirent en ville, parlant de leur semaine. Julien avait aidé l'un de ses élèves à être accepté dans une école d'art avec une bourse complète. Camille avait réussi un examen dans son cours de stratégie. « La vie est belle, » dit Julien en lui jetant un sourire. « Oui, » approuva Camille, « elle l'est vraiment. » Au dîner, elles croisèrent Isabelle. Elle était là avec son fiancé, le promoteur immobilier. Elle avait l'air mal à l'aise en voyant Camille. Camille salue. « Bonjour Isabelle. » Une pause gênante. Puis le fiancé d'Isabelle l'entraîna et ils disparurent. « C'était l'ex de ton mari. » Julien laissa traîner. « Oui, sa partenaire de liaison. »« Comment te sens-tu » Camille y réfléchit. « Rien. Je ne ressens rien. Elle n'est qu'une étrangère maintenant. Partie d'une vie qui n'existe plus. C'est sain. Il a fallu un moment pour y arriver, mais je suis contente d'y être. » Après le dîner, ils marchèrent jusqu'au parc où se tenait le concert. La soirée d'été était parfaite, chaude, avec une brise légère. Ils trouvèrent un endroit sur l'herbe et écoutèrent le groupe, un groupe local jouant des standards de jazz. « Camille, » dit Julien pendant un moment de calme entre les chansons. « Je sais que nous y allons lentement et je respecte ça, mais je veux que tu saches que je suis complètement engagé. Quand tu seras prête de quelque façon que ce soit, je suis là. » Camille le regarda. Cet homme, qui avait été si patient, si gentil, si différent de Thomas, dans tous les sens qui comptaient. « Je pense que je pourrais être prête, » dit-elle doucement. « Je pense que je pourrais être prête à essayer à nouveau. » Il sourit et ils s'embrassèrent doux, et plein de possibilités. Pendant que le concert continuait, Camille s'appuya contre Julien et regarda les étoiles. Elle pensa à la femme qu'elle avait été un an plus tôt. Celle qui avait hoché silencieusement la tête lorsque son mari avait détruit son monde. Cette femme était partie. À sa place se trouvait quelqu'un de plus fort, de plus sage, de plus complet. Quelqu'un qui connaissait sa valeur et ne se contenterait pas de moins. Quelqu'un qui s'était battu pour ce qu'il méritait et avait gagné. Le divorce ne l'avait pas brisé. Il l'avait libérée. Et maintenant, enfin, elle était prête à embrasser tout ce que cette liberté pouvait apporter. 2 ans après le divorce, Camille se tenait dans les coulisses de la salle de bal du grand hôtel Lysan, sa robe de soie bleue. Ses cheveux étaient coiffés en vagues lâches,
et elle portait les boucles d'oreilles en diamant que sa grand-mère lui avait laissées. Elle avait l'air soignée, confiante, puissante. Ce soir était le gala annuel de charité pour la Fondation des Arts, une organisation qu'elle avait rejointe il y a 6 mois. Il lui avait demandé de prononcer le discours principal, une demande qui l'avait à la fois honorée et terrifiée. Yvonne apparut à ses côtés magnifique dans une robe rouge, prête. Je crois, j'ai répété le discours 100 fois. Tu vas être formidable. Tu l'es toujours. À travers le rideau, Camille pouvait voir la salle se remplir d'invités, des dirigeants d'entreprises, des artistes, des philanthropes, des membres de la communauté, tout cela pour soutenir les arts et entendre parler du travail de la Fondation. Julien était là quelque part avec Patricia et Nicole Thierry, et Anne, ses professeurs de master, les femmes qu'elle avait aidées à travers leur divorce, toutes les personnes qui avaient soutenu son voyage. La directrice de la Fondation, une femme nommée Claire, vint en coulisses. 5 minutes, Camille. L'introduction commence. Camille prit une profonde respiration. Elle était allée si loin de la femme, qui avait eu peur de parler, peur de prendre de la place, peur de briller. Dehors dans la salle, Claire prit la scène. Bonsoir à tous. Merci de vous joindre à nous pour notre gala annuel. Ce soir, nous avons l'honneur d'avoir une intervenante très spéciale. Camille Green est bien des choses. Une artiste, une entrepreneure, une défenseur des droits des femmes et une généreuse soutien des arts. Mais plus que cela, elle est un témoignage de résilience et de transformation. Veuillez accueillir Camille Green. Le public applaudit alors que Camille marchait sur la scène. Les lumières étaient vives, mais elle pouvait voir des visages dans la foule, des visages souriants, des visages de soutien, et au fond d'à peine visible se trouvait Thomas. Elle avait su qu'il pourrait venir. Le gala était ouvert au public et il avait encore des connexions dans la communauté. Pendant un moment, leurs regards se croisèrent. Il avait l'air plus âgé, usé par la vie, mais aussi plus doux, d'une certaine façon moins arrogant. Camille détourna le regard et commença son discours. Bonsoir. Il y a 2 ans, je me tenais dans une salle d'audience, me battant pour ma dignité, mes droits, mon avenir. Je mettais fin à un mariage qui m'avait défini pendant 1 décennie. Et j'étais terrifié, non seulement de la bataille légale, mais de qui je serais sans cette identité, sans être l'épouse de quelqu'un, sans ce rôle que j'avais joué si longtemps. La salle était silencieuse, tout le monde écoutant. J'avais passé 10 ans à me rendre plus petite, plus silencieuse, moins ambitieuse. Je m'étais convaincu que soutenir les rêves de quelqu'un d'autre était la même chose qu'avoir les miens, que l'amour signifiait le sacrifice même lorsque ce sacrifice n'était pas réciproque. Même lorsque ce sacrifice me détruisait. Camille regarda autour de la salle, établissant un contact visuel avec différentes personnes. Mais voici ce que j'ai appris. L'amour ne consiste pas à se rendre plus petite. Il consiste à trouver quelqu'un qui célèbre votre grandeur, qui veut que vous soyez pleinement vous-même, dans toute votre luminosité, audace et complexité. Et si vous n'avez pas ça, si vous devez atténuer votre lumière pour rendre quelqu'un d'autre à l'aise, ce n'est pas de l'amour. C'est une cage. Elle marqua une pause, laissant les mots s'imprégner. Le divorce a été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Non pas parce que je voulais que mon mariage échoue, je ne le voulais pas. J'ai lutté dur pour le faire fonctionner. Mais parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de lâcher ce qui vous détruit. Même si vous l'aimez. Même si lâcher signifie recommencer avec rien. Sauf que je n'ai pas recommencé avec rien. J'ai recommencé avec moi-même, avec ma force, mon intelligence, ma créativité, ma résilience. Avec le soutien de personnes qui m'aimaient vraiment. Et c'était suffisant, plus que suffisant. Camille sourit, ressentant la vérité de ces mots. Aujourd'hui, je suis ici non seulement comme survivante d'un divorce difficile, mais comme quelqu'un qui s'épanouit. J'ai terminé mon master. Je siège au conseil d'une entreprise technologique prospère. J'ai construit une entreprise de conseil aidant d'autres femmes à naviguer des parcours similaires. Je peins, je crée, je vis pleinement. Je me réveille chaque jour reconnaissante pour la vie que j'ai construite. La Fondation des Arts m'a demandé de parler ce soir des secondes chances et des nouveaux départs. Et je crois en ces 2 choses. Mais je veux ajouter autre chose. Croyez en vous-même.
Croyez que vous valez la peine de vous battre. Croyez que vos rêves comptent. Votre voix compte. Votre vie compte. N'attendez pas la permission d'être vous-même. N'attendez pas que quelqu'un d'autre valide votre valeur. Ne vous contentez pas de moins que ce que vous méritez parce que vous avez peur d'être seul. Être seul n'est pas la pire chose qui puisse arriver. Se perdre soi-même l'est. Le public était complètement immobile, accroché à chaque mot. Je veux aussi parler de pardon. Non pas le genre où vous oubliez ce qui s'est passé, ou laissez les gens qui vous ont blessé revenir dans votre vie, mais le genre où vous relâchez la colère qui vous empoisonne. Où vous choisissez la paix plutôt que l'amertume, la croissance plutôt que la vengeance. Quelqu'un m'a dit un jour que la meilleure vengeance est de bien vivre. Ils avaient raison. Chaque jour où je me réveille heureuse et épanouie est un jour où je prouve que ce qui m'a été fait ne m'a pas brisé. C'est plus puissant que n'importe quelle punition que j'aurais pu infliger. Alors ce soir, je suis ici pour célébrer les secondes chances. Non seulement la mienne, mais toutes les nôtres. Chaque personne dans cette salle a fait face à des défis, fait des erreurs, survécu à des pertes. Chaque personne ici a dû choisir entre l'amertume et l'espoir, entre rester coincé et avancer. Les arts sont importants parce qu'ils nous donnent un moyen de traiter ces expériences, de transformer la douleur en beauté, la confusion en clarté, l'obscurité en lumière. L'art m'a sauvé lorsque j'avais besoin d'être sauvé. Il m'a donné un moyen d'exprimer des émotions que je ne pouvais pas dire. Il m'a rappelé que j'avais de la valeur au-delà de mes relations ou de mes rôles. C'est pourquoi je soutiens cette fondation. Parce que l'art change des vies. Il a changé la mienne. Et je veux aider à m'assurer que tout le monde, quelles que soient ses circonstances, a accès à ce pouvoir transformateur. Camille prit une respiration en arrivant à la fin de son discours. Il y a 2 ans, je pensais que ma vie était finie. Aujourd'hui, je sais qu'elle ne faisait que commencer. J'espère que si vous affrontez quelque chose de difficile en ce moment, si vous êtes au milieu de votre propre tempête, vous pouvez vous accrocher à cet espoir. Vous allez y arriver. Vous allez aller bien. Vous allez plus que bien. Vous allez vous lever. Vous allez vous épanouir. Vous allez récupérer votre pouvoir et votre joie. Merci de m'avoir écouté. Merci d'être ici. Merci de soutenir les arts et toutes les vies qu'ils touchent. Le public éclata en applaudissements, une ovation debout qui dura plusieurs minutes. Camille resta là, l'absorbant, ressentant l'amour, et le soutien la baignait. En quittant la scène, Claire l'embrassa. C'était incroyable. Les gens pleurent, l'adorent. De bonnes larmes, j'espère. Les meilleures. Julien la trouva dans le couloir, la serrant fort dans ses bras. Je suis si fier de toi. Merci d'être là. Toujours. Patricia et Nicole vinrent ensuite toutes deux, essuyant des larmes. Tu as été magnifique, dit Patricia. Absolument magnifique. J'ai pensé chaque mot. Je le sais. C'est ce qui l'a rendu si puissant. Le reste de la soirée fut un flou de conversations et de félicitations. Les gens continuaient d'approcher Camille, partageant leurs propres histoires, la remerciant pour son honnêteté et son courage. Plus tard, alors qu'elle et Julien dansaient sur une chanson lente, elle vit Thomas partir. Il regarda en arrière une dernière fois, et elle put voir quelque chose sur son visage. Non pas du désir ou du regret, mais de la reconnaissance. La reconnaissance qu'elle avait complètement avancé, qu'elle avait construit une vie dans laquelle il n'avait aucune place. Elle ne ressentit ni satisfaction ni tristesse, juste rien. Il faisait partie de son passé, mais il n'avait aucun pouvoir sur son présent ou son avenir. « À quoi penses-tu » demanda Julien. « À quel point j'ai de la chance. À quel point la vie est belle. Elle l'est, n'est-ce pas? Vraiment. » Ils se balancèrent au rythme de la musique, entourés de gens qui se souciaient d'eux dans une vie que Camille avait construite de rien. 1 an plus tard, Camille publia un livre, S'élever un guide, pour naviguer le divorce et récupérer son pouvoir. Il devint un best-seller aidant des milliers de femmes à travers ce qu'elle avait vécu. Elle ouvrit une galerie d'art dans la ville exposant son travail aux côtés d'autres artistes émergents. La soirée d'ouverture était bondée, les pièces se vendant plus vite qu'elle ne l'avait anticipé.
Elle et Julien emménagèrent ensemble dans une nouvelle maison qu'ils avaient choisie ensemble. Elle avait de grandes fenêtres et des pièces lumineuses et un espace d'atelier pour sa peinture. Cela se sentait comme une maison dès le premier jour. L'école supérieure mena à un poste de professeur enseignant la stratégie d'entreprise à des étudiants de premier cycle. Elle aimait travailler avec de jeunes esprits, les aidant à voir des possibilités qu'ils n'avaient pas considérées. Son entreprise de conseil s'étendit et elle engagea 2 associés pour aider avec la charge de travail. Des femmes voyageaient de tout l'État pour travailler avec elle, sachant qu'elle comprenait ce qu'elle traversait. Elle se reconnecta avec de vieux amis de l'université, ceux qu'elle avait perdus de vue pendant son mariage. Ils étaient étonnés de sa transformation, de la façon dont elle avait pris une tragédie et l'avait transformée en triomphe. 5 ans après le divorce, Camille se tenait dans sa galerie lors d'une exposition de sa dernière collection. Les pièces s'appelaient « Métamorphose », retraçant son voyage de l'obscurité à la lumière. Julien se tenait à ses côtés, son partenaire en tous les sens du terme. Patricia et Nicole étaient là avec Yvonne et Thierry et tant d'autres qui l'avaient soutenu. Une jeune femme s'approcha hésitante. « Mademoiselle Green, j'ai lu votre livre. Il m'a sauvé la vie. J'étais dans une relation comme la vôtre et je ne savais pas comment partir. Votre livre m'a montré le chemin. Je suis contente d'avoir pu aider, » dit Camille en prenant la main de la femme. « Vous vous êtes sauvé vous-même. Vous avez fait le travail difficile. J'ai juste fourni quelques conseils. Ce que vous avez fait, vous battre, tout documenter, obtenir justice. C'était si courageux. Je n'étais pas courageux, c'était nécessaire. Je me protégeais, c'est ça le courage. » Alors que la soirée s'achevait, Camille et Julien se promenèrent dans la galerie regardant ses peintures. Chacune racontait une histoire, capturait un moment, représentait un sentiment de son voyage. « Tu sais ce que j'aime dans ton art, » dit Julien. « Il est si plein de vie, de couleurs et d'énergie et d'espoir. C'est comme ça que je me sens maintenant. Enfin, tu es allé si loin. » « Nous sommes allés si loin, » corrigea-t-elle. « Tu as fait partie de ce voyage aussi. » Il sourit et l'embrassa sur le front. « Je suis juste chanceux d'être de la partie. » Cette nuit-là, alors que Camille était allongée dans son lit, elle pensa à la femme qu'elle avait été lorsque tout cela avait commencé. Celle qui avait hoché la tête lorsque son mari avait dit qu'il ne l'avait jamais aimée. Celle qui avait eu peur et été blessée et perdue. Cette femme avait trouvé sa force, s'était battue pour elle-même, avait construit une vie plus belle que tout ce qu'elle avait imaginé. Et maintenant, entourée d'amour et de succès et de véritable bonheur, Camille comprit quelque chose de profond. La vengeance n'était pas de détruire la personne qui vous avait blessé. C'était de refuser de la laisser vous détruire. C'était de construire quelque chose de si beau à partir des décombres que leurs actions devenaient insignifiantes. Thomas avait essayé de la briser. Au lieu de cela, il l'avait libérée. Et cette liberté avait mené à une vie au-delà de ses rêves les plus fous. Elle avait gagné non seulement la bataille légale, mais la bataille pour son propre âme, son propre avenir, son propre bonheur. Et c'était la plus grande victoire de toutes. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un commentaire pour partager ce qu'elle vous a fait ressentir. Dites-nous qui dans votre quotidien mérite enfin d'être regardé avec respect. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des récits qui éveillent l'âme et rappellent que ce qui compte vraiment, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Votre soutien permet à ces messages de voyager plus loin et de toucher encore plus de cœurs. Ensemble, apprenons à voir vraiment.